merci à tous d'être là ce soir. Je suis vraiment ravie d'être avec vous. Je fais assez peu de talk actuellement parce que, comme Marie le disait, j'ai une vie bien remplie. Donc c'est vrai que malheureusement, je n'ai pas autant de temps que j'aimerais pour, voilà, pour me déplacer, voir parfois des étudiants. Et ça me fait très, très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je voulais commencer avec ça. Pour l'organisation, je vais commencer, si ça vous va, par parler un peu toute seule pendant à peu près 40 minutes. Et puis après, on aura plein de temps pour faire des échanges et pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas si vous en avez. Si vous en avez quand même qui urgent absolument pendant que je parle, vous pouvez lever la main et je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas. Il faut que ça soit interactif, ça sera plus sympa. Le mieux, peut-être, c'est sans doute également, si vous voulez poser votre question, Voilà. c'est juste derrière sur le lien Skype.info. Vous avez le petit code qui va avec et on posera, comme tu disais, Pauline, toutes les questions à la fin. Génial. Effectivement, donc je me présente, je m'appelle Pauline. Ceux qui ne me connaissent pas, j'ai plein de vies, plein d'activités. Et si ça vous va, ce que je voulais faire, c'était, je voulais commencer par vous parler de comment est-ce que je suis devenue entrepreneur. Pourquoi j'ai décidé de devenir entrepreneur. On ne naît pas entrepreneur et moi, j'étais absolument pas prédestinée. Et ensuite, mon parcours avec Gemio et ensuite les prochaines étapes maintenant de ma carrière avec notamment le gratin. Comment je suis devenue entrepreneur? En fait, moi, je suis née d'une famille où mon papa est quelqu'un de très impressionnant, quelqu'un que j'admire énormément, qui lui-même n'a pas fait d'études et qui lui-même est entrepreneur. Et toute sa vie, il a galéré. Il était entrepreneur dans l'immobilier, dans le BTP. Et toute sa vie, il m'a dit, ma fille, toi, tu ne vas pas faire ça. C'est une galère pas possible. Tu vas te taper des emmerdements pas possibles. Et donc, il faut que tu trouves une voie qui soit plus rangée, plus sage. Il voulait tout simplement me protéger. Et donc, ce qu'il m'a dit, c'est ma fille, toi, tu vas faire des études. Moi, j'ai à peine mon bac, toi, tu vas faire des études. Et donc, moi, voulant faire plaisir à mes parents, juste, même s'ils ne mettaient pas tellement la pression, parce que, voilà, on essaie de faire plaisir à ses parents, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire comme étude qui est le truc le plus incroyable? Et étant assez bonne en français, dans les matières un peu littéraires, je me suis orientée vers l'école normale supérieure. C'est comme un chien pendant des années. J'ai travaillé énormément pour ce but ultime qui était de rentrer à l'école normale supérieure. Je rentre à normale supérieure, donc c'est une école qui normalement vous permet de devenir prof ou enseignement, ce qui était le rêve de mon père finalement, parce que mon père se disait s'il y a un métier qui permet d'avoir une certaine stabilité, même si c'est très difficile, c'est ça. Et je travaille, je rentre. Et là, terrible, j'arrive, et en fait, mais j'étais tellement perdue, je suis en réalité malheureuse comme les pierres, parce que j'avais beaucoup travaillé, mais je voulais absolument pas être enseignante. Je ne savais même pas vraiment ce que c'était, je ne savais pas à quel point c'était difficile. Je voulais juste faire plaisir à mes parents. Et donc, ce qui est terrible, c'est que je me rends compte ce jour-là, pourtant après avoir travaillé quand même 2 ans comme une forcenée, qu'il faut que je trouve ma vocation ailleurs. Et donc, je réfléchis, j'en parle justement à mes parents, et je me rends compte qu'il y a peut-être une passerelle pour passer le concours de l'ENA, qui est aussi un parcours public, parce que Normale Supérieure, c'est une école où on est fonctionnaire. Et donc, je me dis, je vais rester fonctionnaire, qui faisait plaisir à mes parents, mais peut-être quelque chose d'un petit peu plus... des décisions un peu plus stratégiques. L'ENA, c'est l'École nationale d'administration, et donc on travaille dans les grands corps de l'État. Je travaille, et là, à nouveau, je suis admissible, et un jour, je dois passer le grand oral. Alors, le grand oral, c'est un peu comme aujourd'hui, il y a beaucoup de monde en face de vous, sauf qu'ils sont moins souriants, ils sont moins sympas, et globalement, pendant 45 minutes, vous devez vous retrouver à raconter votre vie et pourquoi vous voulez rentrer dans cette école. Et moi, la réalité, c'est que la seule raison pour laquelle je voulais rentrer dans cette école, c'était pour faire plaisir à papa, maman. Alors, je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'était un peu le cas. Et du coup, honnêtement, j'avais absolument pas de bonne raison de rentrer, et je me suis fait complètement refouler, on va dire, au grand oral, puisque j'ai eu 2 sur 20, ce qui est une note absolument catastrophique, sachant que c'est un coefficient énorme. Et donc, même si j'avais eu plutôt des bonnes notes dans les autres matières, évidemment, je n'ai pas été prise. Et alors là, je dois vous dire que ça faisait quand même globalement 10 ans que j'avais cet objectif de rentrer dans le grand corps de l'État, le monde public, le prestige, les diplômes, pour faire plaisir à mes parents et pour avoir une vie bien rangée et sécurisée. Et en fait, on me dit 2 sur 20. 2 sur 20, ça ne veut pas dire que juste je ne suis pas très bonne. Ça veut dire on ne veut pas de toi. Ça veut dire mais barre-toi de là. Et donc là, je me suis dit, mais il faut vraiment que je commence à réfléchir par moi-même. Il faut que j'essaye de me dire, mais qu'est-ce que je veux réellement faire de ma vie? Qu'est-ce qui est réellement ma vocation? Et donc j'ai pris mon courage à 2 mains. En réalité, ça a été une période quand même très difficile au niveau personnel, parce que j'ai fait, je pense, un peu une espèce de dépression. Et ça a été vraiment une période d'introspection très forte où je me suis dit, qu'est-ce que je veux en réalité faire de ma vie? Et je me suis rendu compte que pendant toutes ces années, j'avais malheureusement vécu un rêve qui était le rêve de mes parents et que je n'avais absolument pas écouté mes propres désirs et mes propres ambitions.
et qu'il fallait que j'apprenne justement à savoir ce que je voulais. Et c'est pas facile du tout de savoir ce qu'on veut dans la vie. Et en fait, en réfléchissant, avec le temps, il y a quelques mois qui sont passés, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, moi, dans la vie, c'était l'aventure, c'était le risque, c'était la création, c'était le fait de faire quelque chose de mes mains et de voir cette chose émerger, d'avoir une vision et de la rendre réelle. Et je me suis rendu compte, en fait, en réfléchissant, qu'au final, ça, ce métier, ça porte un nom, c'est l'entrepreneuriat. Et à l'époque, il faut quand même vous dire, ça c'était en 2008, 2009, 2010 peut-être, sincèrement, l'entrepreneuriat, c'était pas très à la mode, personne n'en parlait. Quand surtout j'ai dû annoncer à mon père, qui pendant 10 ans m'avait tanné pour me dire « Ma fille, tu vas devenir fonctionnaire parce que toi, je veux que tu sois dans la sécurité, j'ai pas envie que tu aies de soucis, j'ai envie de te protéger. » Quand je lui ai dit « Papa, en fait, non seulement je ne veux pas être fonctionnaire, mais en plus je vais être entrepreneur », je peux vous dire que ça a été un petit peu dur comme moment, mais j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai fait. Et comme quoi, cet échec de l'ENA, qui sur le coup a été extrêmement difficile et qui a été un échec où franchement, j'en ai énormément souffert, j'en ai pleuré des jours, en fait, je pense que c'est un échec qui a complètement changé ma vie et qui m'a permis de prendre du recul avec ces souffrances, de vraiment me poser les questions que je ne me serais jamais posées si j'avais eu ce concours, et donc de devenir entrepreneur. Donc tout ça pour dire que parfois c'est un petit peu difficile d'échouer, mais ça permet quand même aussi de se remettre en cause tout simplement et de se poser les bonnes questions. Et donc, je décide d'être entrepreneur, mais le problème, c'est qu'à l'époque, à part faire des dissertations pendant 8 heures de suite, je ne savais pas faire grand-chose, il faut quand même dire la vérité. Et donc, je me suis dit, je vais rentrer dans une école de commerce pour apprendre ce que c'est qu'un compte de résultats, apprendre ce que c'est qu'un bilan, apprendre ce que c'est que des RH, un contrat de travail. Enfin, sincèrement, je n'avais aucune idée de ça. Je passe un autre concours, parce que finalement, j'étais devenue un peu une bête à concours, et je rentre dans une autre école de commerce, et je passe 2 années à essayer d'apprendre ce que c'est que le monde de l'entreprise. Et j'ai adoré ces années de formation, je me suis fait des amis formidables, parce que comme vous, certainement ici, j'avais vraiment envie d'apprendre. Je n'étais pas juste en mode je veux avoir mon diplôme à la fin de l'année, je savais pourquoi je le faisais. Je le faisais parce que je voulais apprendre à travailler dans le monde privé, et je voulais être entrepreneur. Et donc, en fait, toutes ces années ont été des années où je posais les questions à mes profs. J'étais un peu, franchement, la première de classe que personne n'aime parce que j'étais genre « Ah !» Et en fait, ça m'a permis de réellement apprendre en fait, le métier d'entrepreneur. J'ai terminé par une majeure sur l'entrepreneuriat. Et comment est-ce que j'ai créé ma boîte ? À l'époque, sincèrement, je n'avais pas d'idée particulière. D'ailleurs, c'était un peu dur. Si vous êtes nombreux dans ce cas à vouloir créer une entreprise, mais l'idée, elle ne vous vient pas comme ça tout de suite du premier abord. Et donc, pour moi, ça a été un petit peu difficile. J'ai mis au moins un an et demi avant de trouver la bonne idée. Évidemment, la bonne idée m'est arrivée complètement par hasard quand mon copain de l'époque m'a demandé de l'épouser, parce qu'on était un petit peu plus âgés, comme j'avais fait déjà pas mal d'études. J'avais quelque chose comme 26-27 ans, et il me dit, voilà, j'aimerais qu'on se marie et tout, bon, ok. Et on n'a pas de bague de fiançailles. Et on va chercher une bague de fiançailles chez les joailliers. Et là, on a été extrêmement déçus par l'expérience, parce que ce qu'on s'attendait à être vraiment juste un moment de joie, un moment de partage, un moment d'expérience à deux, un moment où on allait découvrir un nouveau univers, on s'est rendu compte que c'était vraiment une période, que c'était vraiment assez désagréable, que c'était quelque chose d'intimidant, que c'était très... On a été vraiment tellement déçus par cette expérience qu'on s'est dit une opportunité tout simplement dans le secteur de la joaillerie. Et je dois vous dire que j'y connaissais strictement rien. Le secteur de la joaillerie n'était pas un secteur plutôt qui m'avait particulièrement intéressé. C'était un secteur que je trouvais très beau. Je trouvais que la joaillerie c'était quelque chose de beau, mais je ne portais pas particulièrement de bijoux. Et tout simplement de cette expérience négative est née une opportunité parce qu'on a commencé à en discuter autour de nous, à nos amis, à nos proches, et on s'est rendu compte assez rapidement que les grandes maisons de joaillerie s'adressaient en réalité soit à des pays émergents en particulier, soit à des personnes qui étaient très aisées, et que finalement des personnes comme vous et moi, des personnes françaises qui ont un certain pouvoir d'achat mais qui ne sont pas non plus extrêmement fortunées, ne se retrouvaient pas forcément dans ces grandes maisons. Et à l'inverse, en bas de l'échelle, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de marques qui étaient plus des marques, on va dire, distributeurs, qui, elles, proposaient de la joaillerie, mais pas made in France, pas forcément très bonne qualité. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas énormément on va dire, de marques qui s'adressaient vraiment à cette clientèle française qui voulait quelque chose de qualitatif, qui voulait des bijoux désirables. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, mais de manière complètement inconsciente quand j'y pense maintenant, il y a certainement une opportunité dans le secteur de la joaillerie. Et une fois de plus, je reviens là-dessus, on ne connaissait rien au secteur de la joaillerie, ni mon mari ni moi n'avions d'expérience dans ce secteur, qui pourtant est un secteur dans lequel on peut se dire, voilà, c'est très secret, c'est extrêmement peu transparent, c'est un secteur en général où on se passe les savoir-faire de génération en génération. Et donc le fait, si vous voulez, d'arriver comme ça de but en blanc à décréter, on va créer notre marque de joaillerie sans rien y connaître, mais les gens autour de nous ont pris pour des fous. Alors, je ne vous raconte même pas la réaction de mes parents, évidemment, qui m'ont dit, non mais on passe de fonctionnaire à elle veut créer sa boîte de joaillerie online, mais c'est n'importe quoi.
Donc, on a eu une petite période de froid. Ça a été un petit peu compliqué à ce moment-là. Mais tout ça pour dire qu'on n'a pas eu peur, je pense, parce que certes, on était un peu inconscient, mais surtout, en fait, on avait réellement vu une opportunité de la clientèle. Toutes les personnes avec lesquelles on discutait nous disaient la même chose. Il y a des marques de joaillerie qui sont magnifiques. Oui, ça fait rêver, mais c'est complètement inaccessible et on sent que ça ne s'adresse pas à nous. Et à l'inverse, quand ils allaient soit chez des joailliers de quartier, soit même chez des marques, c'était soit vieillissant, soit tout simplement pas assez haut de gamme. Enfin, ça ne leur ressemblait pas, c'était pas moderne, c'était pas désirable. Et donc, voyant cette opportunité, l'idée lumineuse est venue tout simplement de créer notre propre marque de joaillerie. Et comme je vous disais, donc ça c'était en 2011. C'est donc la marque Gemio qu'on a créée. À l'époque, le fameux mot DNVB, les marques donc digitales, les marques qui se créent sur Internet, ce n'était pas quelque chose du tout qui existait. C'était encore un mot qui n'existait pas. On ne s'est pas du tout concerté avec Guillaume Gibousti ou avec d'autres personnes qui ont créé des DNVB en se disant tiens, on va créer cet ensemble, cette nouvelle catégorie. Pas du tout. Au contraire, ce qu'on s'est juste dit, c'est qu'il y a un besoin et on a envie de pouvoir l'adresser le mieux possible. Et ça, si j'ai un conseil à vous donner, je vais essayer de vous donner 3 conseils au fil de l'eau si jamais certains d'entre vous veulent se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. La première chose, évidemment, c'est d'essayer de sentir le marché, d'essayer de sentir les clients et d'essayer de sentir leurs besoins et de voir quelle est la vraie souffrance. Bien souvent, quand on veut créer quelque chose, quand on veut créer une entreprise, on se dit « Ok, ça pourrait être sympa, ça pourrait être du nice to have, ça pourrait être un bon produit. » Oui, mais il faut qu'il y ait une vraie souffrance pour qu'ensuite vous ayez une clientèle. Parce que je vais vous raconter les premières étapes de Gemio, mais quand vous voulez vendre des bijoux à plus de 1 000 € sur Internet, si jamais il n'y a pas une vraie souffrance derrière, si jamais il n'y a pas vraiment un besoin que vous allez remplir, honnêtement, votre clientèle ne va pas être là. Donc il faut vraiment en permanence se poser cette question, quelle est la souffrance que je veux adresser? Et donc nous, la souffrance, c'était tout simplement qu'il n'y avait pas de marque de joaillerie qui permette d'acheter de très beaux bijoux made in France, mais à un prix plus accessible. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire, mais ça a été très difficile. Et les premiers mois, très honnêtement, ont fait que ça n'a jamais marché. Parce que comme je vous le disais, on n'avait pas d'expérience du tout. On ne connaissait ni personne, ni rien au secteur de la joaillerie. Et donc déjà, trouver des ateliers qui acceptent de bosser avec nous, ça a été franchement un cauchemar et très difficile. Et on a vraiment cru qu'on n'allait pas y arriver. Les 3 premiers mois de l'aventure, la manière dont ça s'est passé, je vais vous la décrire, comme ça vous donnera parfaitement un exemple de comment est-ce qu'on crée une boîte. Voilà, on avait un petit défi qui était de se dire, on veut faire de la joaillerie digitale parce qu'on n'a pas d'argent et que du coup, on ne va pas faire du stock, ça coûte trop cher. La joaillerie, c'est quand même quelque chose où il y a des matériaux qui sont très nobles, qui sont très coûteux. Donc, on a pris le problème à rebrousse-poil et là-dessus, je dois dire qu'on a pas mal innové. C'est qu'on s'est dit, on veut ne pas avoir de stock. Parce que le stock en joaillerie, je me rends compte que le micro, là, c'est mieux. Pardon. Le stock en joaillerie, c'est quand même quelque chose qui est très coûteux. Et d'ailleurs, j'étais tombée un peu par hasard en lisant une étude, en essayant de faire une étude de marché, sur une étude qui disait qu'en France, un joaillier détient un bijou 646 jours avant de réussir à le vendre. 646 jours, donc c'est 2 ans. C'est colossal. Imaginez le peu de rotation. Donc ça, c'est un stock qui coûte très cher et qui ne permet pas de créer de nouvelles collections, d'ouvrir des boutiques, etc. Et on s'est dit, mais nous, on ne va pas pouvoir utiliser tout cet argent. Comment faire? On va devoir repenser le problème à l'envers. Et de la contrainte naît très souvent la créativité et la bonne idée. Et l'idée, c'était de se dire, on veut créer une marque de joaillerie qui ne fabrique que des bijoux sur mesure. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va uniquement lancer la fabrication de bijoux quand notre client aura passé la commande. C'est ce qu'on appelle, et c'est un terme un peu magique, je dois vous dire, auprès des investisseurs, un BFR négatif, c'est-à-dire que votre fonds de roulement est négatif, et donc ça veut dire que concrètement, vous êtes payé avant de vous payer vos fournisseurs à J+30. Donc évidemment, ça parle à des investisseurs, même si la réalité n'est pas aussi simple, je vous l'expliquerai juste après. Mais tout ça pour dire que de cette contrainte financière est né le business model de Gemio, qui est extrêmement innovant dans le secteur de la joaillerie. Première étape, on se dit, OK, on veut créer une marque de joaillerie, on n'a pas d'argent, donc on va faire sans stock. Deuxième étape, comment est-ce qu'on peut vendre quelque chose sans stock? Internet, forcément, parce qu'en fait, sur Internet, qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez des images. Et donc, on s'est dit, notre métier, ça va être d'inventer des bijoux, de créer des bijoux, et ensuite de vendre ces images à nos clients avec un marketing, avec un discours autour, et ensuite, uniquement, on les fabriquera. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, pour vous raconter la petite histoire, quand on a vendu nos premiers bijoux, c'était des bijoux, et j'ai un peu honte de le dire maintenant, qui n'avaient jamais été créés. Et d'ailleurs, on s'est planté lamentablement, et en fait, nous n'avons pas réussi à les fabriquer. Et donc, c'était uniquement des images, qu'on pensait être des images qui allaient pouvoir être rendues possibles en joaillerie. Mais en fait, on s'est rendu compte avec le temps que la joaillerie, c'est un métier assez technique, et que malheureusement, on ne peut pas
fabriquer tout et n'importe quoi en joaillerie et qu'il faut quand même prendre en compte un certain nombre de contraintes. Et donc tout ça pour dire qu'on a d'abord voulu lancer des images pour être sûr en fait de pouvoir les vendre à nos clients. Et donc ces 3 premiers mois, qu'est-ce que ça a été? Ça a été 3 mois où premièrement en fait on s'est serré la main avec mon mari qui est donc mon associé en se disant on veut essayer de travailler ensemble. Là aussi, je vous parlerai de l'association si vous le voulez après dans les questions. Mais globalement, une première erreur à ne pas commettre, je pense, c'est signer tout de suite des documents très impliquants avec une personne avec laquelle vous n'avez jamais travaillé. Moi, en plus, si vous voulez, c'était mon mari, donc c'était, à l'époque, juste mon copain, mais qui allait devenir mon mari. C'était tellement impliquant que je voulais bien évidemment pas prendre le risque de à la fois perdre la boîte qui était en train de naître et mon futur mari. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire un test pendant une période de 3 mois pour voir si oui ou non on arrivait à collaborer ensemble. Sans se répartir des rôles de manière très claire, juste en se disant voilà quel est notre objectif, on veut créer un site de joaillerie qui soit capable de vendre des bijoux sur mesure et donc est-ce qu'on arrive à le créer ensemble, est-ce qu'on arrive à collaborer ensemble. Et une association qui fonctionne, vous allez vous en rendre compte, c'est quand au bout de 3 mois de travail, en fait vous vous répartissez les tâches naturellement, que dès qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire quelque chose, l'autre le prend, dit non attends tu sais quoi, moi je vais le faire mieux, je vais l'améliorer, je vais faire ça, ça, ça. Si jamais vous êtes déjà en train d'avoir des discussions d'ego, de dire quel est ton titre, quel est mon titre, qui va faire ça, qui va faire ça, honnêtement, ça veut dire qu'a priori, il risque malheureusement d'avoir des problèmes dans votre association. Donc, un conseil là-dessus, faites un test, évidemment, avant de vous impliquer. Et deuxième chose, mais juste voyez si le naturel est là. Et si jamais vous vous rendez compte que juste vous répartissez les rôles absolument de façon naturelle et qu'il n'y a aucun écueil entre vous, a priori, je pense que ça peut durer. Mais c'est un sujet qui est tellement important qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Et nous, cette période de 3 mois était absolument cruciale. Et donc, cette période de 3 mois, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On s'est fixé un premier objectif, tout simple, mais là aussi, conseil, quand on lance sa boîte, il ne faut pas tout de suite se dire « je veux créer une boîte qui fait 100 millions d'euros ». Non, vous ne savez même pas par où commencer quand vous faites ça. Il faut commencer petit. Il faut commencer par un premier objectif simple. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de tirer le fil. Et nous, notre objectif, c'était tout simplement d'avoir un site internet qui soit capable de vendre des bijoux sur mesure. Et je peux vous dire que ça paraît simple comme ça. C'est pas si facile. L'avantage de cet objectif, c'est que de se dire, on va le faire en 3 mois, et je peux vous dire que les deadlines, c'est important parce qu'on ne les respecte jamais, mais justement le fait de se dire, il nous le faut absolument à telle date, fait qu'on a avancé, fait qu'on s'est dépassé, et fait qu'on a effectivement réussi à lancer ce site en 3 mois, eh bien, le fait d'avoir donc cet objectif aussi simple a fait qu'on a tiré le fil et que on a su que s'il fallait qu'on vende des bijoux sur Internet, il fallait qu'on ait un site Internet, donc il fallait qu'on se débrouille pour en créer un. Il fallait qu'on ait quelques produits, donc il fallait qu'on ait quelqu'un qui nous dessine les premiers bijoux. Il fallait qu'on ait ces images de bijoux. Il fallait qu'on ait des pierres, il fallait qu'on ait du métal, il fallait qu'on ait des fournisseurs. Et donc, si vous voulez, de manière très simple, alors que sinon, je pense qu'on n'aurait même pas su par où commencer, on s'est dit, on va juste créer notre premier produit à partir de cet objectif très simple qui était de créer un site Internet capable de vendre des bijoux. Et on a bootstrappé, évidemment, le premier site Internet, c'était un site WordPress dégueulasse qui nous a coûté 36 €, qui était très moche, mais qui a fait le job et qui avait le mérite immense d'exister. Et en 3 mois, donc on s'est réparti les rôles naturellement parce que moi j'étais plus sur la partie création, marketing, client et aussi trouver les fournisseurs. Et mon mari était en train d'essayer de coder toute la journée sur cette pauvre plateforme WordPress qu'on avait un peu bidouillée et essayer de créer ce site internet. Et donc lui gérait ça et moi je gérais pendant ce temps-là le reste en fait, essayer tout simplement de trouver un moyen de faire fabriquer ces bijoux. Et donc tout simplement j'ai demandé à une de mes copines si elle pouvait me dessiner des bijoux parce que je savais qu'elle le faisait pour une autre marque. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Ensuite j'ai essayé de trouver des premières pierres. Évidemment en fait on s'est fait avoir dans les premiers mois. Mais on a commencé et on a réussi à mettre en ligne nos premiers bijoux. L'étape la plus difficile ensuite, ça a été de trouver des ateliers parce que, comme je vous le disais, on ne connaissait rien au secteur de la joaillerie. Et ça, je crois que vous en aviez parlé aussi avec Guillaume Gibault. Mais trouver des artisans ou des fabricants qui acceptent de travailler pour vous quand vous n'avez pas de fonds, que vous êtes une jeune entreprise, c'est assez difficile. Je pense que maintenant, on a une chance en France, c'est que il y a une vraie effervescence autour du Made in France, autour du monde des startups. Donc c'est peut-être un petit peu plus simple. Mais en 2011, très honnêtement, c'était une vraie galère. D'autant plus que le secteur de la joaillerie, c'est un secteur qui est un peu dangereux, qui est un petit peu dangereux parce qu'il y a des braquages, il y a quand même des enjeux de sécurité, des montants qui sont très importants. Et donc, c'est un secteur qui est extrêmement fermé, extrêmement secret. Donc, ne serait-ce que trouver les bonnes personnes, ça a été extrêmement compliqué. Et c'est une anecdote que je raconte de temps en temps, mais qui est vraie, c'est que je crois que j'avais compté, j'avais appelé, je crois, au moins 130 personnes différentes pour essayer de faire fabriquer les bijoux. Et tout le monde me disait non. Mais tout le monde nous disait, c'est impossible, nous ne pouvons pas fabriquer des bijoux sur mesure en 10 jours ouvrés pour vous.
autrement à des prix qui étaient tellement rédhibitoires que ce n'était pas possible. Et donc, il a fallu s'accrocher. Et pourquoi est-ce qu'on s'est accroché? Parce qu'en fait, on n'avait pas le choix. Il y avait cette deadline de 3 mois. On voulait créer la marque. Et je me disais, lui dit non, mais il en faut juste un. Il en faut juste un qui accepte de fabriquer des bijoux. Si c'est le cas, ensuite, je sais que ce n'est pas viable. Mais je pense que si jamais je lance cette activité, ensuite, on va avoir plus de volume, on va avoir plus de notoriété. Et là, on pourra ensuite développer d'autres partenariats, d'autres fournisseurs. Et donc, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et on a fait une très belle rencontre, un petit peu par hasard, avec une personne qui aujourd'hui est toujours à la tête d'un atelier avec lequel on travaille, qui est notre plus grand atelier, et qui nous a fait confiance, tout simplement, qui a cru en nous, qui a juste eu envie de nous tendre une main et de nous dire « Oui, j'ai bien envie de fabriquer des bijoux pour vous, c'est tout à fait possible de le faire. » Et je peux vous dire que quand vous vous êtes pris 131 noms dans la figure, quand vous en avez un qui dit « Oui », vous êtes quand même plutôt content. Et d'ailleurs, on a gardé de très bons termes avec cette personne et on est maintenant très proches. Mais donc, cette personne a dit oui et je pense que c'est réellement grâce à ça qu'on a pu, au final, lancer l'activité Gemio et qu'elle a réussi à émerger. Et donc, le site existait, les premiers produits existaient, mais malgré tout, en fait, il fallait se faire connaître. Et là aussi, pas de moyens. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, il y avait très peu de choses. Et donc, pour essayer de se faire connaître, il a fallu... Je vais vous dire ce que j'ai fait à l'époque, mais très honnêtement, toutes les époques changent et il faut à chaque fois s'adapter aux nouvelles tendances et aux nouvelles actualités du moment. À l'époque, il y avait une mode, c'était les blogueuses. Et les blogueuses, personne dans le secteur de la joaillerie ne s'y intéressait parce que Cartier, Van Cleef & Arpels et compagnie trouvaient que ce n'était pas assez haut de gamme. Et nous, on était une marque de joaillerie online, complètement inconnue au bataillon. Mais j'ai pu envoyer, je pense, pareil, à peu près 50, 100, je ne sais pas, messages à toutes les influenceuses que je pouvais trouver. Il n'y avait pas Instagram à l'époque, mais toutes les personnes que j'ai pu, choper, si vous voulez, en blog, mode, etc., pour juste les démarcher, leur dire « Est-ce que vous accepteriez de parler de notre marque ?» Et là, j'ai envie de dire oui, il y en a 90% qui ne m'ont jamais répondu. Oui, malgré moi, il y en a qui m'ont dit « Non, c'est nul ton truc, j'ai pas envie d'en parler. » Mais il y en a quelques-unes avec lesquelles j'ai vraiment réussi à créer une connexion, un lien, et qui ont commencé à parler de la marque, avec lesquelles on a monté des partenariats, on leur a fait réaliser, on leur a fait dessiner des bijoux pour nous. Tout ça pour dire qu'au début, quand vous n'avez pas de moyens, quand vous n'avez pas d'argent, avant de commencer à lever des fonds, avant de commencer à essayer de dépenser énormément en marketing, il faut déjà essayer qu'il y a potentiellement un intérêt, même si on a des moyens qui sont très limités et qu'on peut justement réussir à faire un peu en growth hacking avec très peu de moyens. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Gemio. Et je dois dire que la première année, tout notre chiffre d'affaires était absolument pas issu de marketing. On a dépensé, je pense, 0 € en marketing, mais uniquement à force de travail et d'acharnement pour essayer de démarcher un certain nombre de personnes. Je l'ai fait avec des influenceuses, avec de la presse. Et ça, c'est les techniques qui fonctionnent toujours aujourd'hui. Donc, pareil, si vous voulez lancer votre marque, on pourra en parler après pour les questions. Mais sincèrement, il faut juste trouver les bonnes communautés et essayer de les adresser avec un message personnalisé. Et je suis des personnes qui parleront de votre marque, qui parleront de votre produit, qui sont ambassadeurs et qui vont ensuite les revendre de manière complètement gratuite. C'est comme ça qu'on a commencé. Et en fait, ce qu'il y a d'assez magique, c'est que si vous voulez, au bout de 3 mois, on n'y connaissait rien, mais on avait lancé un site internet, on avait commencé à faire des sites et on avait des premières influenceuses qui parlaient de nous. En 3 mois seulement. La vitesse est absolument clé quand on veut lever des fonds. Et nous, on savait bien qu'à un moment donné, si on voulait vraiment faire décoller la marque, on n'allait pas pouvoir entièrement s'autofinancer. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé assez tôt dans l'histoire de Gemio, des actionnaires, pour le coup, qui étaient des business angels, en leur disant, voilà, nous, on croit à ce projet, on croit au fait qu'on peut révolutionner le secteur de la joaillerie, qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'acteurs qui s'adressent à notre tranche de millennials, de personnes qui ne se reconnaissent pas chez Cartier et Van Cleef & Arpels, ni non plus chez Historia, et qui veulent de la très bonne qualité, qui veulent du Made in France, qui acceptent de commander en ligne, mais qui veulent un bijou désirable. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Est-ce que vous êtes prêts à nous suivre? Il nous aurait dit non, bien évidemment, si on n'avait rien fait. Mais comme on avait été capable de trouver qu'en 3 mois, on était capable, alors qu'on ne connaissait rien au secteur de la joaillerie, de lancer un site internet, de vendre des premiers produits, de trouver des fournisseurs, en fait, la levée de fonds s'est faite en 3 semaines à peine et on a levé, je crois, à l'époque 400 000 €, ce qui ne paraît pas énorme à l'heure d'aujourd'hui, mais ce qui en 2011, sincèrement, était déjà une grosse levée de fonds. Et donc ça, c'est aussi un petit conseil que je peux vous donner. La levée de fonds n'est pas une fin en soi et on en reparlera, mais à l'inverse, si vous voulez vous financer, plutôt que d'essayer de se financer juste avec un business plan et une idée,
Non, essayez de prouver que vous êtes capable d'exécuter cette idée, que vous avez une bonne idée, mais que vous êtes la meilleure équipe pour l'exécuter. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et donc cette notion de rapidité est absolument clé, parce que les investisseurs en général veulent de la rapidité ensuite d'exécution. Donc si vous avez été capable de le prouver, évidemment, ça va être quelque chose qui va énormément les intéresser. On fait cette première levée de fonds, deuxième levée de fonds 6 mois plus tard, 600 000 euros, une troisième, cette fois avec un fonds d'investissement qui s'appelle Alven Capital. Pourquoi autant de levées de fonds? Pas par plaisir de dépenser de l'argent ou de se diluer, parce qu'il faut quand même dire la vérité. Hein. Évidemment, quand on lève de l'argent, le processus, en fait, c'est qu'on donne des parts en échange. On l'a fait pourquoi? Parce qu'en fait, on voulait tout simplement faire grossir au maximum la marque, essayer au maximum d'avoir un catalogue le plus important possible, de se professionnaliser et de rentrer dans la cour des grands. Parce qu'il y a une réalité dans le secteur de la joaillerie, c'est qu'il faut être désirable, il faut être respectable, il faut avoir un savoir-faire pour pouvoir vendre des produits qui sont parfois à des paniers moyens de 1 000, 2 000, 3 000, parfois 10 000, 20 000 euros. Et donc pour ça, si vous voulez, il faut asseoir la confiance. Et cet argent en fait, qu'on a levé avec nos investisseurs nous ont permis de créer un site professionnel, un site internet beaucoup plus professionnel que notre site WordPress initialement à 36 €, commencer à recruter des équipes, commencer également à tisser des liens avec des fournisseurs beaucoup plus aboutis et commencer à faire de la publicité, notamment avec une campagne d'affichage que certains d'entre vous ont vu et qu'on voit juste là, qui est ce chat rose, qui pour nous a été en fait un énorme pari. Maintenant, quand on est à Paris, tout le monde a vu cette campagne d'affichage à Paris et donc elle n'étonne plus personne. Mais il faut quand même vous dire qu'à l'époque, en 2014, quand on l'a lancé, aller mettre un chat rose en 4x3 dans le métro pour vendre de la joaillerie, mais ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Et jusqu'à aujourd'hui, mais on a été complètement fou de faire ça. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est simple. Je vais vous expliquer l'histoire derrière le chat rose. Mais c'est juste que quand on a peu de moyens, géants comme Cartier, comme Tiffany's, le seul moyen d'exister, le seul moyen de se faire remarquer, c'est d'être remarquable. Donc, c'est de prendre un énorme risque. Si j'avais cette peur, c'est que ce n'est pas assez fort. Et je peux vous dire, avant de lancer cette campagne d'affichage, moi j'ai dit non mais attendez, on arrête tout là. On ne peut pas lancer cette campagne d'affichage pour nous prendre pour des malades mentales. On l'a fait quand même. Ça a été un succès colossal. On a fait plus 150% de croissance les 3 mois qui ont suivi. Juste parce que cette campagne d'affichage avait été tellement impactante, tellement marquante, même si je vais vous expliquer ce qu'elle signifie, personne n'a compris la réalité derrière, le concept derrière cette campagne, mais elle a été tellement impactante que les gens se prenaient même en photo devant cette campagne d'affichage. Et donc ça a été en termes de notoriété absolument colossal. On est passé de, je vais vous donner quelques chiffres, 3% de notoriété assistée, c'est-à-dire connaissez-vous la marque Gemio, 3% des gens, c'est quand même pas terrible, vous disent oui, à 70% à Paris. Donc absolument colossal. Pourquoi? Parce que cette campagne a été complètement remarquée. Pourquoi aussi est-ce qu'on a choisi de faire une campagne d'affichage dans le métro? C'est quand même très cher. Ce n'est pas juste pour le plaisir d'être dans le métro et pour l'ego. C'est qu'en fait, en joaillerie, il y a une réalité, c'est quand vous achetez un bijou, soit peut-être vous allez taper sur Internet, mais c'est quand même pas encore dans les usages. En général, quand vous achetez un bijou, vous vous dites « Qu'est-ce que je connais comme marque de joaillerie? Quelle marque de joaillerie me fait rêver ?» Et donc, il faut être dans ce qu'on appelle le top of mind. C'est quelque chose qui est assez différent de quand on vend des produits peut-être un petit peu moins chers, qui sont plus des produits d'impulsion. En l'occurrence, la joaillerie, c'est un achat qui est extrêmement réfléchi, qui en général met des mois et des mois avant de se concrétiser. Et donc l'idée de cette campagne d'affichage, c'était tout simplement de nous positionner dans le top of mind de notre cible clientèle, à savoir des personnes un peu comme vous et moi, c'est-à-dire des personnes autour de la trentaine, avec une forte éducation et on va dire, qui est sensible made in France, sensible à quelque chose de désirable, mais de pas non plus hors de prix comme une grande maison de joaillerie pourrait l'être. Donc je pense que cette campagne d'affichage, c'est exactement ce qu'elle essayait de traduire. La réalité, c'est que pourquoi est-ce qu'on a fait un chat rose? Un, pour être remarquable, comme je vous le disais, parce qu'en fait, juste, ça interpelle, ça crée une émotion positive, et c'est finalement tellement important quand on y pense, quelqu'un qui va regarder une affiche, ou même, si vous pensez sur le digital, une pub sur votre téléphone, une pub sur votre site internet, si vous voulez, les gens ont à peu près une seconde d'attention disponible à vous consacrer. Et donc, si vous n'êtes pas absolument étonnant, absolument remarquable, et c'est le mot que j'utilise souvent pour le dire, donc être remarqué, évidemment, personne va juste se rappeler de vous. Donc, il faut que ça soit étonnant, il faut que ça soit surprenant, il faut que ça soit risqué. Donc, ce chat rose, évidemment, l'idée derrière, c'était, comme je vous le disais, d'être remarquable.
Après, le concept derrière, c'est quoi? C'est qu'on s'est inspiré du monde de la joaillerie. Donc, on voulait rentrer dans la cour des grands de la joaillerie. Et il y a dans la joaillerie un certain nombre de, on va dire, de symboles qui sont très importants, et notamment la panthère de Cartier, que vous connaissez certainement. Il y a aussi chez Bulgari, par exemple, un serpent. Il va y avoir chez Dior une abeille. Il y a plein d'animaux comme ça qui font partie souvent des bestiaires animaliers des joailleries. Et c'est des symboles qui sont très souvent utilisés en joaillerie. Et moi, en me rendant compte de ça, je me suis dit, mais c'est quand même pas possible. C'est des animaux. L'abeille, l'araignée chez Chaumet, la panthère et le serpent, ce n'est pas des animaux très sympas. Nous, on veut montrer qu'on a une marque de joaillerie plus accessible, plus bienveillante, à l'écoute de notre clientèle, qui leur laisse plus de choix, avec le choix de la pierre et du métal. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on ait un animal qui nous ressemble, qui soit beaucoup plus à notre image. Et c'est pour ça qu'on a choisi le chat, qui est un animal à la fois tutelle, parce que c'est quand même un animal qui est félin, qui est élégant, mais en même temps beaucoup plus accessible et beaucoup plus mignon qu'une panthère. Et donc c'était ça, si vous voulez, l'idée derrière cette campagne d'affichage, même si une fois de plus, personne ne l'a compris. La réalité, c'est que c'était ça, mais ce qui a fonctionné, ce n'est pas à cause de l'intelligence, ce n'est pas à cause du concept, c'est tout simplement parce que cette campagne était remarquable et très innovante. Et donc ça a été vraiment un cap qu'on a franchi avec Gemio, puisque l'entreprise, comme je vous le disais, a considérablement grandi en termes de notoriété et de chiffre d'affaires à ce moment-là. Une deuxième étape dans la croissance, ça a été l'ouverture de nos boutiques. On a commencé en étant une marque 100% digitale. Et pendant longtemps, vous savez, quand on est entrepreneur, on se dit, moi j'ai mon idée, j'ai ma vision. Nous, la vision, c'était, on veut créer une marque de joaillerie digitale. On veut prouver au monde qu'on est capable de vendre des bijoux online à 100%. La réalité, c'est qu'il y a une grande frange de la population qui ne veut pas acheter des bijoux online à 100% et qui veut essayer les bijoux. Et ça, les amis, il faut écouter les clients. Et nous, on a eu une grande chance chez Gemio, c'est que pendant très longtemps et depuis le début de l'aventure, on a toujours voulu tout simplement appeler nos clients, essayer de les comprendre, faire ce qu'on appelle les focus group, ou juste des analyses de clientèle, faire passer du temps avec eux. Et donc, on leur posait la question, on leur disait pourquoi, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas sur le site, etc. Et toutes ces personnes nous répondaient invariablement la même chose. Vos bijoux sont beaucoup plus beaux en vrai que sur le site internet. On se disait, bon, on va s'améliorer en photo, c'est pas très grave, etc. Et un jour, je me suis dit, bon, on va arrêter d'appeler que des clients, on va aussi appeler des prospects. On va appeler toutes les personnes qui devraient être nos clients, mais qui ne passent pas commande. Pourquoi est-ce que cette personne ne passe pas commande chez moi? Et en fait, on a fait ça sur une cinquantaine de personnes. Vous n'avez pas besoin de le faire sur 250. Et on s'est rendu compte très simplement qu'il y avait un frein, mais qui revenait systématiquement. Je ne peux pas acheter un bijou sans l'avoir vu. Oui, vous avez un retour gratuit. Oui, vous avez la remise à taille gratuite. Oui, il y a toutes les garanties, je vous fais confiance, vous êtes dans le métro, machin, tout ça. Je m'en fous. Si jamais il n'y a pas la possibilité de voir le bijou avant de l'acheter, je ne vais pas passer commande. Donc, à un moment donné, quand vous avez la terre entière écrit au visage qu'il faut que vous changez de business model, eh bien, il faut changer de business model. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, on va tester. Nous avons boutique, mais en mode test, de manière assez entrepreneuriale, parce que plutôt que d'ouvrir Place Vendôme, sur les Champs-Élysées, etc., on voulait d'abord tester, on voulait être sûr que ça allait marcher. Et donc, on s'est dit, on va ouvrir une petite boutique en se disant, même si c'est de la joaillerie, on veut déjà voir s'il y a une appétence, s'il y a un intérêt, justement, par notre clientèle pour le fait d'essayer des bijoux. Et donc, on a décidé ça, je crois que c'était en mars 2015. En juin 2015, on a ouvert notre première boutique. Donc, 3 mois ouvrir une boutique de joaillerie, je peux vous dire que c'est assez rapide. On ne voulait pas perdre de temps parce qu'on voulait s'assurer qu'on n'allait pas aller dans le mur et on voulait juste continuer à aller très très vite en fait dans l'exécution. Et donc, c'est pour ça que cette boutique, on l'a ouverte, elle était pareille, de briquet de broc, elle était vraiment pas très jolie. Mais en fait, une fois de plus, elle avait le mérite d'exister. Et vous allez voir que quand on est entrepreneur, même quand on est une marque de luxe comme nous qui vendons des bijoux à plus de 1 000 €, bien en réalité, la plus grande partie du travail, c'est d'avoir la vision, mais de l'exécuter. Et ensuite, après, vous allez itérer. C'est pas grave si c'est pas parfait tout de suite. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a ouvert, malgré le fait qu'une fois de plus, la boutique était honnêtement, j'appelle ça chantier chic, parce que c'était un peu un chantier à l'intérieur. Et bien, en réalité, la clientèle s'est bousculée aux portes. On avait même des queues à l'extérieur. Et donc là aussi, énorme succès pour l'entreprise parce que très grosse croissance à ce moment-là. Et on avait, si vous voulez, tout un stock de clients qui avaient vu cette campagne d'affichage, qui connaissaient la marque via le site internet, mais qui n'osaient pas franchir le pas et qui s'est déversé sur nous quand on a ouvert la première boutique. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a fini par l'agrandir et elle est passée à la même triplée de taille, parce que maintenant, c'est une boutique sur 2 étages avec pas mal d'espaces différents. Tout ça pour dire que cette partie retail, qui n'était absolument pas intrinsèque à notre business model, puisqu'une fois de plus, nous, initialement, notre vision d'entrepreneur, c'était de vendre de la joaillerie online uniquement, fabriquée sur mesure. Eh bien, on s'est rendu compte, en écoutant nos clients, qu'il fallait mettre un petit peu d'eau dans notre vin,
que c'était bien d'avoir une vision, qu'on allait continuer à vendre beaucoup de nos bijoux online, et c'est encore le cas aujourd'hui, mais qu'il fallait qu'on apprenne aussi à les écouter et donc à aller dans le retail. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons maintenant 3 boutiques, une à Paris, une à Lyon et une à Toulouse qu'on vient d'ouvrir, et avec pour projet de continuer à en ouvrir davantage un petit peu partout en France. Donc ça, c'est la deuxième étape très importante dans le développement de Gemio. Troisième étape dans le développement de Gemio, la création. Pendant longtemps, la création chez Gemio, c'était j'aime bien ce bijou, tel client aime bien ce bijou, on va faire ça, on va faire ça. À un moment donné, si vous voulez vraiment que votre activité se développe, il faut la structurer, tout simplement. Et typiquement, la création, c'est quelque chose qui peut paraître assez fluffy, mais non, ça ne l'est absolument pas. Et donc là, pareil, écouter les clients, mettre en place des processus, créer des playbooks, créer des frameworks, des guidelines, si vous voulez. Alors, je suis désolée, il y a beaucoup d'anglicisme dans ce que je dis. Mais créer, voilà, si vous voulez, un manuel d'utilisation de comment est-ce qu'on lance une nouvelle collection. En fait, ça vous permet de systématiser, et donc le fameux mot anglais qu'on utilise souvent, de scaler votre activité. Que ce soit pour un lancement de collection, pour une ouverture de boutique, pour un recrutement, à tous les niveaux, votre service clientèle, votre community management, je ne peux pas assez souligner à quel point il est important de passer de l'entrepreneur qui fait tout lui-même et qui fait tout de manière assez intuitive à un entrepreneur qui a testé, qui a vu ce qui marchait et qui peut ensuite le déployer et le faire faire à ses équipes. Et aujourd'hui, chez Gemio, on est à peu près 35. Et l'idée, en fait, justement, c'est que les équipes s'approprient les sujets, puissent les faire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette vision, qu'il y a eu, on va dire, des premières itérations qui nous disent comment on veut lancer une nouvelle boutique, comment on veut lancer une collection. Et les équipes, maintenant, peuvent se les approprier et réellement le réaliser à leur manière en suivant, si vous voulez, la guidelines. Et donc, ça vous permet d'avoir un contrôle, mais en délégation en même temps. Je dis souvent, la délégation, quand elle est mal faite, c'est une délégation. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire à la personne, oh là là, j'ai trop de boulot, merci de faire ça à ma place. Et ça, pas encore beaucoup parmi vous, je pense qu'ils sont managers, mais vous allez voir, c'est une partie du boulot qui est assez difficile quand on est entrepreneur. Parce que quand on est entrepreneur, le problème, c'est qu'on aime bien faire les choses soi-même. Et donc ensuite, les faire faire à quelqu'un d'autre, souvent, c'est un petit peu compliqué, on n'aime pas trop. Et donc, on peut avoir tendance, quand on n'y arrive plus parce qu'on a trop de choses à faire, à dire, OK, fais-le à ma place. Et à ne plus regarder, à se dire, trop bien, it's taken care of, cette personne s'en occupe à ma place. Le problème, c'est que ça finit toujours mal. Pourquoi? Parce que cette personne, même si elle veut très bien faire, à un moment donné, elle ne saura pas, elle va prendre des décisions qui ne vous conviendront peut-être pas. Juste sa boîte. Il y a un moment donné où c'est pas parce que c'est quelqu'un de méchant, pas du tout. C'est juste qu'à un moment donné, si c'est trop difficile, si vous ne l'aidez pas, cette personne ne va pas avoir les outils et ne va pas respecter forcément votre vision. Et donc, c'est ce que j'appelle la délégation par abandon, à l'inverse de la délégation qui va vraiment responsabiliser la personne, où vous allez vraiment lui expliquer et, comme je le disais, faire vraiment un playbook, donc un manuel pour lui dire voilà en fait la mission, voilà la vision, voilà là où je veux aller et continuer à contrôler. Pas du tout micromanager, mais continuer à contrôler. On ne va peut-être pas s'éterniser sur le management parce que je pense que ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse, mais on pourra en parler après dans les questions si vous voulez. La raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent très bien, qui démarrent très vite. Et ce passage de la start-up où je fais tout moi-même, où je suis au four au moulin et où du coup je suis entrepreneur, j'ai mon énergie et c'est génial, mais du coup il y a un moment donné, il va falloir que je donne à faire aux autres parce que moi, une seule personne, je peux évidemment, même si je travaille beaucoup, pas faire autant que 10 personnes qui travaillent avec moi. Ce passage-là, de l'entrepreneur au manager, au scaler, c'est un passage qui est extrêmement difficile. Et je pense qu'avec Gemio, c'est un des grands succès qu'on a eu en fait. Et c'est ce qui me permet d'ailleurs, très belle transition, d'avoir plusieurs activités. Parce qu'en fait, on a été capable de déléguer, de responsabiliser nos équipes pour ce qu'elles fassent vivre l'entreprise avec nos yeux, évidemment, avec notre vision, mais aussi un peu à notre place, en tout cas pour nous, sans qu'on soit systématiquement obligé de tout contrôler. Et ça, c'est une partie qui est très, très importante dans l'entrepreneuriat. C'est important de se dire voilà, qu'on veut avoir une vision. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Je pense que les 3 premières années de Gemio, je voulais tout faire toute seule. Les 3 années d'après, j'ai essayé de déléguer, mais j'ai mal délégué. Et ensuite, les 2 années qui ont suivi, j'espère maintenant, j'ai appris justement que le travail en équipe, c'est autre chose. C'est de responsabiliser des personnes et de leur donner les moyens en fait, d'arriver à des objectifs encore plus beaux que ceux que je m'étais fixés initialement. Et tout ça pour dire que l'entreprise maintenant, donc elle a 35 salariés, elle continue à beaucoup se développer. Mais néanmoins, moi, j'avais aussi d'autres envies et j'avais notamment une envie personnelle qui était de prendre soin de moi, de prendre soin de ma santé, de faire du sport et de rencontrer des personnes inspirantes. Parce que dans le cadre de ce que j'avais vécu avec Gemio pendant 8 ans, j'avais eu la chance de rencontrer plein de personnalités absolument brillantes. Et je me disais, mais c'est dommage parce qu'à chaque fois, je les vois pour une conférence, pour un café, mais je n'ai pas vraiment le temps de creuser, de poser des questions. Quand on est entrepreneur, on est hyper busy tout le temps, on est toujours au four et au moulin. Enfin,
j'avais pas ce temps à consacrer à des rencontres. Et je me suis dit, il faut que je crée ma chance. Il faut que j'arrive à créer un moment où je vais pouvoir passer du temps avec des personnes qui m'inspirent. Il faut que j'arrive à m'entourer de personnes que j'ai choisies et pas juste de personnes qui, elles, veulent me parler. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast Le Gratin qui existe depuis 1 an et demi maintenant, qui fonctionne très bien et où l'objectif, c'est tout simplement d'aller à la rencontre de personnes que j'admire et qui m'inspirent dans plein de domaines très variés. Ça peut être l'entrepreneuriat, mais ça peut être aussi des top managers dans des grands groupes, ça peut être un kinésithérapeute, ça peut être des grands sportifs, ça peut être des coureurs de fond, enfin, ça peut être des artistes, vraiment beaucoup de choses, des chanteurs. J'ai eu par exemple Benabar, enfin vraiment des personnalités très variées. Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes pour comprendre leur parcours, pour comprendre pourquoi ces personnes en sont où elles en ont et qu'est-ce qu'elles ont réussi à mettre en place pour justement systématiser le succès. Et donc, c'est ce que j'essaie de leur poser comme question. Notamment, j'aime beaucoup comprendre les processus de décision et comprendre pourquoi ces personnalités ont pris telle ou telle décision, ont fait des choix à un moment donné. Et donc, ça me permet réellement de connaître ces personnes sous un regard différent. Et ce qui est assez formidable, c'est qu'il y a eu une période, si vous voulez, où j'étais, je connaissais des personnes très bien, mais je me disais, c'est quand même pas la même chose de pouvoir réellement aller encore beaucoup plus loin et vraiment rentrer dans le détail de ce qui a fait leur réussite. Et donc c'est ce que j'ai fait avec un certain nombre de personnalités, certains qui sont passés ici, je crois, et qui a été pour moi une vraie source de renouvellement dans ma carrière parce que je continue à être extrêmement... j'adore ma boîte, j'adore ma vie avec Gemio. Mais à un moment donné, quand on est entrepreneur, on est tellement enfermé dans ce qu'on fait, on est tellement à fond sur son projet qu'on en oublie parfois de regarder un petit peu à l'extérieur, et notamment pour l'innovation, pour avoir une vision, pour se renouveler, pour durer aussi, parce que ça fait quand même 8 ans que l'entreprise existe. Il faut aussi accepter d'aller voir dehors, d'aller voir l'extérieur, de se poser des questions, de se remettre en question. Et ce podcast, Le Gratin, m'a réellement permis de faire ça. Et aujourd'hui, donc, c'est un podcast que j'anime une fois par semaine, où j'ai un invité qui répond questions sur tous ces domaines très variés et qui me permet vraiment d'avoir ma dose moi-même d'inspiration qu'ensuite je partage au grand public parce que l'idée du podcast c'était quoi? C'était de se dire ok, je vais apprendre plein de choses mais autant que j'en fasse profiter aussi de 3 autres personnes, sauf que maintenant on n'est plus de 3, on est plutôt de 100 000 et donc ça se passe plutôt bien de ce point de vue-là et pour moi c'est une nouvelle aventure très sympa qui n'est pas forcément une aventure où je vais gagner beaucoup d'argent. Enfin, l'idée, ce n'est pas forcément d'en faire un business. Mais après, comme souvent dans la vie, quand on est entrepreneur, évidemment, ça donne d'autres idées. Et donc, le podcast, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de... je le monétise un petit peu, mais je n'ai pas forcément envie d'en faire quelque chose qui va vraiment être mon activité principale. À l'inverse, ça m'a donné déjà énormément d'idées pour d'autres activités. Et je pense que c'est ça le rôle de l'entrepreneur, c'est de rester en éveil en permanence, rester à l'affût si vous voulez des bonnes idées, de savoir les saisir au moment où elles vont avoir, je pense, une incidence sur la vie des autres. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Gemio, c'est ce que j'essaie de faire aussi maintenant avec Le Gratin. Et voilà, et je pense qu'on a fait combien de temps là? On est presque au bout, on a encore 10 minutes. Vous voulez qu'on fasse plutôt les questions? Ouais. Merci à tous en tout cas et j'espère que je n'ai pas trop parlé trop. Ah bah super. Du coup, on va accueillir Bastien et Salwa qui vont nous rejoindre sur la scène pour poser des questions. On se met là, tu crois? Ouais. Je me mets de côté là. J'ai le grand siège. Alors moi je... Autant parler, Vous voulez commencer à poser les premières questions maintenant? Pour faire la transition avec le podcast du matin, tu as parlé de souffrance, de souffrance de tes prospects en fait, quand tu as lancé Gemio. Quelle était vraiment la souffrance en fait, quand tu as lancé Gratin? Est-ce que c'était plutôt pas une souffrance personnelle pour toi de faire ça? Si, c'est une bonne question. Le Gratin, effectivement, je n'avais pas de remarqué de souffrance particulière du monde qui voulait absolument que je crée un podcast. C'était plutôt que moi-même, j'en écoutais, que je faisais de la course à pied, que je m'ennuyais terriblement et que j'en avais marre d'écouter toujours la même playlist sur Spotify et que je me suis dit, bon, je vais commencer à écouter des podcasts. Et à l'époque, toujours le timing, c'est assez important, j'ai regardé ce qui existait. Il y avait les grosses têtes Europe 1 et donc que des chaînes radio en fait qui créaient des podcasts écoutables à un autre moment, mais qui étaient en fait des émissions qui existaient en radio.
Et je me suis rendu compte que contrairement aux États-Unis où il y avait plein de podcasts natifs indépendants avec des super contenus qui existaient, qu'en France, c'était vraiment pas le cas. Et je me suis dit, mais c'est dommage. Et c'est à ce moment-là que ça a cliqué dans mon cerveau. Je me suis dit, je vais allier l'utile à l'agréable parce que j'ai à la fois cette opportunité qui est qu'il y a un marché qui n'existe pas encore, mais je vais peut-être pouvoir être précurseur, être leader sur ce marché parce que je vais être parmi les premiers. Et en même temps, je sais que j'ai des assets parce que concrètement, j'avais grâce à Gemio un certain réseau quand même dans le milieu de l'entrepreneuriat, un intérêt pour ça. Et puis tout simplement aussi des contacts que je pouvais assez facilement démarcher. Et donc je me suis dit, je vais essayer d'allier les deux, je vais voir si ça fonctionne. Et puis si ça prend, je continuerai. Et ça a marché assez rapidement. Donc je suis encore ici aujourd'hui. Moi j'ai une question sur les invités que vous avez vus dans vos podcasts. Quel est l'invité qui vous a le plus marqué? C'est une question qu'on me pose souvent. C'est pas facile comme question parce qu'en fait, franchement, c'est des rencontres. Il y en a peu où j'étais déçue, il y en a peu où j'ai pas aimé. Alors oui, j'ai des appétences plus ou moins fortes pour certains. Je dis souvent qu'une personne que j'ai vraiment adoré interviewer, et parce que cette personne est devenue un ami et une personne qui, je dirais pas que c'est mon mentor, mais quelqu'un que je vois régulièrement, avec qui je parle beaucoup de business, c'est Augustin Paluel-Marmont de Michel Augustin, qui est quelqu'un qui, sous couvert d'être juste un rigolo, qui fait des blagues et qui s'habille en vache, en fait, est quelqu'un qui est absolument brillant, avec en plus une éthique de travail qui est admirable et qui m'a beaucoup impressionnée, à la fois humainement et professionnellement. Donc ça, c'est une personne que j'ai trouvée super. Je vous avouerai que j'étais un peu déçue par le podcast parce qu'il est beaucoup mieux en vrai que dans l'épisode. Donc il y a lui. Après, il y a des personnalités. Là, j'ai eu par exemple un invité il n'y a pas longtemps qui s'appelle Cédric Doumbé, qui est 9 fois champion du monde de kickboxing. Donc, je ne connais rien au kickboxing. Il a aussi fait du MMA, donc les Mixed Martial Arts. C'est quelqu'un globalement qui fait des sports de combat. Je n'y connais rien. Et donc, j'étais un peu inquiète à l'idée de le rencontrer, seul chez moi à 17h un samedi, en me disant, bon, on tente. Hein. Mais c'est ça aussi le gratin, c'est des aventures et c'est des rencontres. Honnêtement, cette personne a le cœur sur la main, c'est un soleil qui arrive chez vous, c'est vraiment un sourire, c'est des rencontres comme ça. Et donc, je ne peux pas dire qu'il y en a un qui m'a plus marqué que d'autres, mais j'ai vraiment partagé beaucoup de choses avec ces personnes-là et la plupart sont maintenant des amis. Peut-être, pour rebondir sur tes différentes activités, Gemio et donc le gratin, tu sembles maîtriser beaucoup de plateformes, donc aussi bien les réseaux sociaux que donc le podcast, aussi bien que le site internet de Gemio. Selon toi, qu'est-ce qu'apporte le podcast et en quoi c'est un outil innovateur? Parce que ça peut sembler quelque chose d'un peu désuet, d'un peu ancien, c'est quelque chose d'exclusivement basé sur la voix. En quoi c'est disruptant selon toi? En quoi ça marque un peu la différence? Parce que tu en crées un deuxième, là, le Chalet Love pour Gemio. Donc pourquoi tu continues du coup dans cette voie? Bon, alors déjà, une réponse simple, c'est que c'est juste un média que moi-même je consomme et que j'aime beaucoup. Moi, je suis quelqu'un d'assez auditif. J'aime bien ce contact un peu intime, on va dire, avec la voix de quelqu'un. Je trouve qu'on a l'impression de la connaître, cette personne. Je pense que ce qu'il y a de très intéressant avec les podcasts, c'est que contrairement au monde des réseaux sociaux, où c'est aussi très intéressant et il y a beaucoup de choses à faire sur le monde des réseaux sociaux, mais c'est un média qui est très long et je pense qu'il est très tourné vers l'apprentissage, vers le fait de se perfectionner, de s'améliorer. Moi, je dis souvent, le gratin, en fait, c'est ma manière d'aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et de moi-même aussi, de manière assez claire. Et donc, via toutes ces rencontres, via ces mentors virtuels, via tout ce que j'essaye de faire, en fait, c'est juste ça. Et donc, je pense que comme ces podcasts sont un petit peu plus longs, c'est vraiment des temps de réflexion, des temps de prise de recul et juste où on peut rentrer dans le détail de réflexion, de prise de conscience, de processus de pensée qui sont, je pense, plus difficiles sur des médias plus courts où souvent on va être un peu plus dans le scoop, dans l'exclusif, on dit souvent le snacking, dans la consommation. Là, en fait, en général, il y a beaucoup de réflexion. Et ce que je trouve très intéressant avec le podcast, c'est que moi-même, pour en écouter beaucoup, parfois, quand j'en réécoute, j'en retire pas les mêmes choses. Et c'est un peu comme un livre, c'est les médianions. C'est-à-dire qu'à un moment de ta vie, quand tu es en train de te poser des questions sur tel sujet sans même t'en rendre compte, tu écoutes un podcast, il va te parler d'une manière qui ne te parlera pas de la même manière que 6 mois plus tard. Et donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et donc je pense que c'est un média qui est effectivement un petit peu plus long terme, mais qui compense bien d'une certaine manière toute l'information qu'on peut avoir par ailleurs via la télé, les réseaux sociaux, etc. Alors, est-ce que par tes podcasts, tu as essayé de savoir comment te percevaient tes concurrents dans la journée?
Est-ce que tu en as déjà interviewé en fait, certains de tes concurrents? Bah alors j'ai eu on me demande souvent qui était la personne que je rêvais d'interviewer sur le podcast, mais en fait je l'ai fait. C'était Alain-Dominique Perrin, le CEO de Cartier. Alors vous en avez rien à faire, mais en fait ce type est une légende. C'est-à-dire que cet homme a vraiment inventé la joaillerie moderne. Il a fait passer Cartier de, je crois, 2 millions de francs de chiffre d'affaires à aujourd'hui ça doit faire 5 milliards. Donc honnêtement le mec est une brute. Vraiment, c'est une idole. Enfin, c'est vraiment, vous parlez de lui dans le monde de la joaillerie, c'est une légende, c'est une vraie légende. C'est Bernard Arnault, mais joaillerie. Et donc, j'ai interviewé cette personne et c'est quelqu'un qui a 76 ans ou 77 ans, qui est quelqu'un de très charismatique, d'assez, voilà, on va dire, qui s'impose. Et donc, c'était un moment extrêmement stressant pour moi. Il a commencé l'interview, je l'ai coupé parce que du coup, on s'est rencontrés à plusieurs reprises avant que je fasse en disant « Salut ma petite popo » en hurlant. Et là, je me suis dit « C'est bon, au moins il est en confiance, on va pouvoir continuer ». Et tout ça pour dire que j'ai appris énormément avec cette personne-là, tant au niveau du leadership qu'au niveau du management, qu'au niveau évidemment de mon secteur de la joaillerie. Mais c'était vraiment quelqu'un que j'avais très très envie d'avoir sur le podcast et que j'ai dû courtiser pendant assez longtemps avant d'y arriver. Mais j'arrive souvent à mes fins. Et du coup, est-ce que tu sais comment ils ont perçu la petite marque qui se crée Gémio par rapport à eux qui ont des... Oui, j'ai absolument pas répondu à ta question, excuse-moi. Mais tu as bien fait, tu es très bon intervieweur, tu la reposes, donc c'est très bien. Je vais t'embaucher pour le gratin. Écoute, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'ils nous ont perçus? En fait, très souvent, quand on crée sa boîte, on se dit comment est-ce que la concurrence me perçoit? Au début, en général, la concurrence ne vous perçoit pas parce qu'en fait, vous n'existez pas, vous êtes tout petit et vous êtes dans votre bulle et vous avez l'impression d'exister, mais la réalité, c'est que les gens s'en fichent. Et nous, pendant assez longtemps, malheureusement, la concurrence s'en fichait. Le moment où la concurrence a commencé à s'intéresser à nous, c'est quand on a lancé donc, ce chat rose. Et là, ils se sont dit, ce sont des fous, on ne comprend pas ce qu'ils font. Mais en fait, au début, ils se sont dit ça et ils ont été de plus en plus intéressés, de plus en plus interloqués et je dirais même de plus en plus admiratifs. Et aujourd'hui, on a des contacts assez réguliers avec les grandes maisons de joaillerie qui nous admirent pour plusieurs choses, et d'ailleurs qui nous trouvent nuls sur d'autres, mais qui, à juste titre, mais qui nous admirent par notre côté digital, parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on vend encore 75-80% de nos bijoux 100% online. Et pour une maison de joaillerie, donc comme je vous disais, avec des paniers moyens entre 1 000 et 2 000 euros, en fait, c'est absolument colossal. Il faut vous dire que chez ces maisons-là, ils sont plutôt à 0,5%. Le fait d'avoir, entre guillemets, craqué le modèle de la vente online pour de la joaillerie, c'est quelque chose qui les fascine beaucoup. Notre côté digital aussi, donc le fait que dans nos boutiques, quand vous venez, il n'y a pas de stock, ce qui coûte une fois de plus très cher en joaillerie, mais qu'on puisse venir commander sur un iPad, un peu comme dans un Apple Store, et avoir une super expérience client hyper personnalisée. Ça, c'est quelque chose aussi qu'ils admirent beaucoup. Donc je dirais que sur l'expérience et sur le côté digital, ils nous admirent. Après, je pense que sur d'autres choses, nos marges, pas mal de choses, ils nous trouvent assez nuls. Peut-être, juste pour rebondir sur le produit en lui-même, pour parler plus de responsabilité de l'aspect green, donc les bijoux sont fabriqués en France, mais quel est votre suivi au niveau des matières premières et de l'éthique environnementale, de toutes ces questions autour de la responsabilité sociale des matières premières? Alors, c'est un bon point en fait qu'on commence à parler du Made in France parce que la réalité du monde de la joaillerie, c'est que très très peu de maisons, même les plus grandes en fait, fabriquent en France. Donc déjà, il y a une réalité, c'est que nous, on a un engagement qui est très fort avec le Made in France, qui est très coûteux pour nous, et on fait travailler plus de 150 artisans dans toute la France. Donc c'est un choix qui a été très impactant et très impliquant pour nous, parce qu'une fois de plus, ça nous a coûté très cher dès le début. Ça ne nous a pas permis d'aller aussi loin dans le côté accessible qu'on aurait voulu, mais pour nous, c'était un engagement très important. Et aujourd'hui, on ne le regrette pas parce que c'est des bassins d'emploi qui sont souvent très sinistrés, parce que ça va être dans l'Est typiquement, pas très loin d'ici, dans les Vosges, près de Besançon. Enfin, c'est des endroits, si vous voulez, où vous allez avoir du mal à justement trouver un emploi. Et donc, nous, nos ateliers sont vraiment générateurs d'énormément d'emplois. Pour vous donner un exemple, la personne dont je parlais pendant le talk, où je disais que c'était le premier à nous avoir fait confiance et à avoir accepté de travailler pour nous, fabriquer à façon nos bijoux, cette personne-là, au début, ils étaient 6 employés. Maintenant, ils sont, je crois, 65 ou 70, justement à cause de l'accompagnement de Gémio. Donc, on a vraiment eu un impact sur l'emploi en France. Alors, à notre échelle, évidemment, mais ça a quand même quelque chose, on en est très fiers. Et pour parler de la responsabilité, c'est un sujet qui n'est pas facile en joaillerie. Parce que malheureusement, la réalité, c'est que les pierres, ça vient d'un peu partout dans le monde, que l'or, ça vient d'un peu partout dans le monde, et que ce n'est pas évident, en fait, en termes de traçabilité. Et ce n'est pas des sujets qui sont si simples que ça, parce que
Certes, les conditions ne sont pas toujours aussi bonnes qu'on aimerait. Après, il y a quand même un certain nombre de chartes qui sont créées et on travaille qu'avec des mines relativement responsables. Je n'ai pas envie de dire qu'elles ne sont pas responsables, mais on sélectionne justement nos fournisseurs et les mines pour justement la qualité de la responsabilité et ces chartes d'engagement. Mais la réalité, c'est que c'est un secteur qui est quand même assez peu moderne encore et sur lequel il y a beaucoup de travail. Et nous, notre rôle justement, c'est d'ouvrir le débat là-dessus, d'en parler, de le dire. On a lancé d'ailleurs une ligne avec des diamants de synthèse pour expliquer justement que nous, on n'a pas forcément envie de faire du diamant de synthèse, ce n'est pas notre joie de ne pas avoir des diamants naturels, mais qu'on pense que c'est important de commencer à vraiment s'intéresser à ces problématiques, voir comment on va trouver des solutions pour respecter à la fois plus la planète et aussi les personnes qui y travaillent. Mais là-dessus, une fois de plus, moi j'aime bien montrer qu'en fait, c'est pas tout blanc ou tout noir la vie, et que typiquement, les personnes qui travaillent dans des mines au Botswana pour extraire du diamant, alors certes, c'est pas facile, mais à l'inverse, le Botswana a le taux d'alphabétisation le plus élevé de toute l'Afrique et l'un des PIB les plus importants d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes qui travaillent dans l'industrie du diamant, même ceux qui extraient dans les mines, en fait, ont un emploi et ont un emploi qui est plutôt pas si mal payé. Et donc, en fait, quand vous allez regarder les études, vous regardez que ce n'est pas si simple que ça et que si vous en enlevez à ces personnes-là, typiquement l'extraction des pierres, elles seraient très malheureuses. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut d'abord ouvrir le débat, avoir des vraies réflexions dessus, laisser aussi aux consommateurs plus de choix. Et c'est pour ça qu'on a ouvert ces lignes de diamants de synthèse. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus complètement fermer la porte à l'existant. Vous faites partie des icônes de l'entrepreneuriat féminin en France. Merci. J'ai une question sur ça. Est-ce que vous avez l'impression que l'aventure Gémio aurait été plus simple si vous étiez un homme? Alors c'est une question qu'on me pose assez régulièrement. Je ne sais pas, évidemment. Mais déjà, j'ai créé la boîte avec un associé qui est mon mari. Donc moi, j'ai eu une chance, c'est que je n'ai pas eu tellement de problèmes, on va dire, pour me faire entendre avec mon associé et que je sois un homme ou une femme. C'était important dans notre couple. Mais par contre, je dirais que c'est pas quelque chose qui a eu un impact, en tout cas, dans notre association. Après, ce que je peux dire et ce que je dis souvent, c'est que des femmes, à l'époque, dans l'entrepreneuriat et a fortiori dans le secteur de la joaillerie, paradoxalement, il y en avait très, très peu. Et donc certes, c'est parfois difficile parce que quand vous arrivez dans une salle de réunion qui a que des mecs de 50 ans et qui vous regardent et qui pensent que vous êtes la secrétaire, en fait, il faut leur expliquer que non et que en fait, c'est vous qui allez leur dire quel est l'objet de la réunion. Mais d'un autre côté, c'est assez plaisant, justement, je trouve, d'avoir un peu de leadership. À l'inverse, on est aussi beaucoup plus remarquable. Et très souvent, ces hommes qui sont dans cette salle de réunion, qui ont 50 ans, je caricature un peu, mais c'est un peu le cas, très souvent, quand ils se rendent compte que c'est vous l'interlocuteur, qui vous respectent, que vous dites quelque chose qui n'est pas complètement débile et qui se disent « Ah, mais en fait, j'ai quelqu'un en face avec lequel je vais pouvoir dialoguer, malgré mon préjugé initial. » Je trouve que en fait, ça aide aussi à casser un certain nombre de barrières mentales et puis ça permet d'avoir un discours qui est très intéressant avec ces personnes-là et donc être plus remarquable également. Et le fait que j'ai été une femme dans le secteur à la fois de l'entrepreneuriat et du luxe, je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé et je préfère le dire, et notamment au niveau de la notoriété de l'entreprise, le fait qu'on ait eu autant de parutions, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile si j'avais été un homme. Donc j'ai pas envie là aussi d'être tout blanc ou tout noir. Je pense que oui, dans beaucoup de secteurs, être une femme n'est pas facile et je pense qu'il faut avoir les reins solides et je pense que notamment au niveau de l'organisation de la vie personnelle et professionnelle, c'est plus difficile d'être une femme, ça c'est évident. Mais à l'inverse, ça a aussi des avantages, il faut les voir et ça il faut les saisir. C'est qu'il y a beaucoup moins de femmes, qu'on leur donne donc aussi plus la parole, et ça, il faut savoir aussi en profiter. Et peut-être du coup, pour rebondir toujours sur le sujet de l'entrepreneuriat, toi au départ, tu n'as pas, du coup, ce que tu nous disais, rencontré une adhésion totale de la part de ta famille. Toi, quel conseil tu donnerais à ton futur enfant, si tu devais lui en donner un? Est-ce que c'est quelque chose, un parcours que tu recommanderais à l'entrepreneuriat ou pas? C'est une super question aussi. Effectivement, alors mes parents maintenant sont très contents et sont nos premiers soutiens. Mais au début, je pense que c'est normal quand on est parent, on a juste peur en fait. On a juste peur pour ses enfants, on a juste peur qu'ils fassent n'importe quoi, on a peur qu'ils se plantent, on a peur. Puis surtout à l'époque, comme je le disais, c'était différent. Maintenant, je pense que quand on crée sa boîte, même si on la plante, il y a un côté, c'est bien vu finalement de créer son entreprise. Je pense que c'est une vraie expérience, c'est un vrai apprentissage et je pense que sur le marché du travail, c'est quelque chose qui est assez valorisé. Moi, je le vois, j'ai pas mal d'amis qui ont créé leur boîte, qui se sont plantés et franchement, ils n'ont eu aucun problème à retrouver un boulot. Je pense qu'à l'époque, c'était en tout cas moins une certitude pour les personnes qui se plantaient. Donc ça aussi, au niveau des parents, il faut leur expliquer et c'est peut-être un peu moins grave que ce qu'on peut penser. Après, moi, si j'avais un conseil à donner à un
un enfant ou à quelqu'un qui hésite à se lancer dans l'aventure, j'ai envie de dire, faites-le tant que vous n'avez pas d'attache, justement, faites-le quand là, vous êtes encore jeune étudiant ou quand vous n'avez pas encore mari, enfant, prêt immobilier. Enfin, après, tout ça, c'est des excuses, c'est des contraintes qui vont vous peser davantage. Et il faut savoir que l'entrepreneuriat, souvent, on se dit, oui, je vais créer ma boîte, ça va durer 2-3 ans. Pour peu que ça marche, et je vous le souhaite, ça peut durer beaucoup plus. Et souvent, parfois, d'ailleurs, ça peut durer toute une vie, et c'est tant mieux. Et donc, en fait, c'est un choix qu'il vaut mieux faire, je pense, assez tôt, pour savoir déjà si ça vous plaît, pour avoir moins de risques, moins de contraintes, moins de choses qui vont vous freiner. Vous pourrez toujours revenir en arrière et revenir dans le monde du salariat, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, cette expérience va vous être utile parce qu'elle va vous apprendre à intraprendre dans votre entreprise, à être peut-être plus source de propositions, plus responsable aussi. Mais je dirais que c'est vraiment important justement d'enlever cette chape de plomb systématique qu'on peut avoir, cette crainte systématique. La France est quand même un pays merveilleux pour entreprendre, il y a énormément d'aides. Il y a aussi quand même Pôle emploi qui aide énormément les entrepreneurs. Donc, il faut quand même en profiter, le faire plutôt jeune. Et moi, je dirais, si j'avais un enfant qui voulait se lancer dans l'entrepreneuriat, je lui dirais, vas-y, tu n'as pas grand-chose à perdre en réalité. Alors, sans vouloir être trop indiscret, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de la vie d'associé quand c'est pas indiscret, c'est une bonne question difficile. En fait, il y a plein de gens qui créent leur boîte en couple, on ne le dit pas trop, mais c'est quelque chose qui est rare dans le milieu des startups, mais c'est quelque chose qui existe pas mal dans le monde de l'entrepreneuriat ou dans le monde du business de façon générale. On a tous en tête le boulanger, la boulangère. Alors, c'est pas sexy ce que je dis, mais en fait, si, c'est quand même assez fréquent. La réalité, c'est que c'est effectivement pas si simple pour pas mal de raisons. C'est pas simple parce qu'en fait, vous coupez jamais, évidemment, que vous parlez de votre boulot le matin, le soir, à l'heure du déjeuner, quand vous vous couchez, enfin à peu près tout le temps, que vous y pensez tout le temps, et que quand on n'est pas parfaitement aligné, pas parfaitement sur la même longueur d'onde, ça peut être un petit peu usant. S'il y en a un qui est fatigué, l'autre a plus envie d'en parler. Donc c'est pas forcément facile au niveau émotionnel, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut se créer pas mal de garde-fous et pas mal de règles de base. Et nous, on a des moments où on ne parle pas de la boîte, on a des moments où on fait complètement autre chose et où on essaye justement d'avoir d'autres projets que juste parler de notre entreprise. Et ça, je pense que c'est absolument clé pour réussir à tenir dans la durée. L'autre chose, c'est que je pense qu'il faut vraiment, vraiment mettre son ego de côté. Et ça, c'est pas facile, mais c'est un conseil que je peux donner d'ailleurs à toute personne qui s'associe ou même qui crée une entreprise, que ce soit d'ailleurs avec son conjoint ou pas. Clairement, juste se mettre sur la gueule parce que l'autre a dit quelque chose qui ne vous plaît pas trop et qui vous blesse dans votre ego, c'est à peu près la pire chose. Et ensuite, on peut se dire des choses très blessantes et très dures. Et donc, je pense que l'un des grands secrets, c'est de réussir à prendre un petit peu de recul et à se dire, OK, là, est-ce qu'on est en train de s'engueuler sur un sujet constructif pour la boîte? Est-ce que c'est en fait notre vie personnelle qui a été ramenée dans la vie professionnelle? Est-ce que c'est l'inverse? Et donc, pour ça, il faut créer un cadre. Nous, le cadre, en l'occurrence, c'est qu'on ne s'engueule absolument jamais en public. On essaye d'être le plus exemplaire possible. Et même si oui, en fait, on s'engueule assez souvent, on ne le fait jamais devant nos employés parce qu'en fait, ce n'est pas une image qu'on a envie de donner. C'est pas qu'on est faux, c'est pas qu'on n'est pas transparent, c'est qu'en fait, on n'a pas envie d'échanger, de nous jeter notre linge sale à la figure devant eux, parce que souvent, en plus, tout se mêle. Donc ça, c'est une première règle qui est importante pour nous. Et la deuxième règle, c'est qu'en fait, on essaye d'avoir un petit peu de recul et de se dire qu'est-ce qui est vraiment important. 1, on veut que notre couple soit solide et reste solide. Et 2, on veut que cette boîte, elle marche. Et s'il y en a un qui a tort, s'il y en a un qui a un peu d'ego, s'il y en a un qui a fait une connerie, c'est pas grave. On se l'avoue, on se responsabilise, on se le dit et on passe à autre chose et on trouve des solutions. Et ça, que ce soit avec un associé qui soit votre conjoint ou pas, au final, c'est assez souvent la même chose. Et donc, c'est ça, ne pas avoir d'ego. Je pense que c'est particulièrement exacerbé quand on crée sa boîte avec son conjoint. Mais en réalité, c'est des règles qu'il faut réussir à s'imposer, même quand on s'associe juste avec quelqu'un, entre guillemets, de normal, qui n'est pas son mari. Donc voilà, après, oui, c'est pas tous les jours facile, mais ça a aussi des avantages. Les avantages, c'est qu'on peut travailler encore beaucoup plus sans avoir, entre guillemets, peur que l'autre en ait marre, parce qu'en général, les deux sont sur la même longueur d'onde. Et puis on s'éclate à deux, on a plein de trucs à se raconter, ça c'est assez sympa quand même. Une question un peu périphérique, du coup, comment vous vous entourez? Comment vous faites pour bien vous entourer? Est-ce que vous avez des agences sur lesquelles vous appuyez ou d'autres aides? Tu veux dire dans l'entreprise? Ouais. Ouais, complètement.
Bah alors effectivement, on travaille avec pas mal de partenaires, beaucoup, je dois dire beaucoup dans la durée. Nous, c'est vrai qu'on aime bien tisser des liens de confiance. On est plutôt une boîte où une fois qu'on a trouvé des gens avec lesquels on travaille bien, on aime bien continuer à travailler dans la durée. Donc typiquement, l'agence de pub qui a fait ce chat, même si on avait eu nous l'idée en interne, c'est une grosse agence qui s'appelle BETC. Ben, ça fait depuis 2014 qu'on travaille avec eux et même si c'est une agence qui coûte assez cher, ben, en fait on a fait le choix de continuer à leur faire confiance parce qu'on trouve qu'ils travaillent admirablement bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils se reposent sur leur laurier, qu'on ne va pas les challenger, qu'on ne va pas les remettre en concurrence avec d'autres régulièrement, mais on leur fait confiance, on sait qu'ils nous connaissent, on connaît notre manière de travailler réciproquement et donc c'est vrai qu'on fait ça dans la durée. Ça peut être le cas tout autant sur du marketing, sur du SEO. Je dois dire qu'on essaye vraiment de s'entourer de personnes qu'on admire pour leurs compétences et pour leur expertise. Après, il y a une réalité aussi, c'est qu'on aime beaucoup internaliser. Et tu vois, typiquement, on parlait précédemment un peu des réseaux sociaux et de la création de contenu. Quand on est un site internet et quand on vend, comme nous, à 80% sur son site internet, le nerf de la guerre, c'est quand même d'avoir beaucoup de contenu pour les réseaux sociaux, mais aussi pour son site, parce qu'en fait, vous vendez des images, une fois de plus. Et donc ça, c'est quelque chose dont on s'est dit, c'est une compétence absolument cœur et il faut qu'on l'internalise. Pendant longtemps, on avait des prestataires extérieurs, vidéastes, photographes, etc. Maintenant, on a des équipes de création de contenu, et ça fait depuis au moins 3 ou 4 ans, qu'on a des équipes de création de contenu en interne, vidéastes, photographes, storywriters, etc. pour vraiment en fait, pouvoir être le plus réactif possible et avoir notre niveau d'exigence de qualité. Parce que la réalité, c'est que si tu veux en permanence externaliser ce genre de choses, si c'est vraiment ton cœur de compétence, bah, tu vas perdre trop de temps, ça va te coûter trop cher et tu n'auras pas en permanence le même niveau de qualité. Donc je pense que pour savoir quoi externaliser ou pas, même si on a des fournisseurs de confiance avec lesquels on travaille dans la durée, il y a une réalité, c'est qu'il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment dans mon cœur de compétence, qu'est-ce que je veux internaliser, qu'est-ce que je veux garder en interne, plutôt que de l'externaliser. Parce que... En création de contenu, il y a quand même 4 personnes, ouais. Donc c'est pas rien. Tu as créé Gémio, Le Gratin, Chalalove, tu as une chaîne YouTube et tu fais du sport de façon intensive. Quel est ton secret pour, Ça, c'est Instagram qui dit ça, mais bon. Je me plante lamentablement. Je suis très triste parce que là, je me suis plantée lamentablement sur un semi-marathon il y a 2 jours. Mais bon, c'est pas grave. On apprend de ses erreurs et on ne peut pas gagner à chaque fois. Effectivement, je fais pas mal de choses parce que je m'amuse beaucoup. Parce que moi, je trouve que les projets appellent les projets, que l'énergie appelle l'énergie et que plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire. Mais après, il y a une réalité aussi, c'est que je ne suis pas du tout Wonder Woman et loin de là, et que je suis obligée de faire des choix et qu'il y a plein de choses que je ne fais pas. Et que moi, j'ai fait mes choix et que mes choix, c'est que je veux être en bonne santé, j'adore faire du sport et donc j'en fais effectivement régulièrement. Et je me botte les fesses pour en faire parce que ce n'est pas tous les jours facile de se lever tôt le matin. Et d'ailleurs, j'ai même payé un coach pour le faire parce que sinon, en fait, parfois, je n'arrive pas à me lever le matin. Donc, je connais mes limites aussi. Deuxièmement, ma boîte, c'est ma vie quand même depuis 8 ans. Donc ça, c'est aussi un choix que j'ai fait, Gémio. Le Gratin, c'est aussi un autre projet qui me tenait énormément à cœur et donc j'y consacre de plus en plus de temps. Et ma vie de couple. Et donc en fait, c'est actuellement mes 4 priorités. Typiquement, on a parlé d'enfants, j'ai pas d'enfants. Il y a une réalité, c'est que si j'avais un enfant, je ferais certainement moins de sport et j'aurais certainement moins d'activité aussi. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est la priorité. Et donc je pense que ce qu'il y a d'important dans la vie, c'est de se dire qu'est-ce qui compte vraiment pour vous à un moment donné. C'est pas forcément pour toute la vie, mais quels sont un peu vos grands objectifs, quelles sont vos grandes ambitions. Et ensuite, il faut prioriser et se donner les moyens de le faire. Et pas juste, entre guillemets, essayer de saupoudrer un peu son énergie partout, parce que souvent, quand on fait ça, on le fait mal. Et donc, moi, j'ai fait un certain nombre de choix, mais j'en suis plutôt contente. Et du coup, tu as un conseil à nous donner pour justement bien gérer son temps? Qu'est-ce que c'est une journée type pour toi? Alors, une journée type, pour moi, c'est une journée qui est, je ne suis pas psychorigide, mais qui est quand même relativement organisée parce que j'aime pas perdre du temps sur des choses qui ne sont pas importantes pour moi, ou pour mon équipe, ou pour mon mari, etc. Et donc, effectivement, j'essaie de m'organiser. Typiquement, un petit conseil, enfin, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que tous les dimanches soirs, je prends mon agenda de la semaine à venir, je regarde tout ce que j'ai comme rendez-vous, et typiquement, si je sens que j'en ai trop, que je suis overwhelmed, si je sens qu'au contraire, je peux en mettre plus,
si jamais, peu importe, je vais reprioriser en fonction de mes objectifs du moment. Donc c'est vraiment de semaine en semaine. Et ça, c'est bête à dire, mais ça compte énormément. Le nombre de fois où soit j'ai annulé des rendez-vous, soit j'en ai reporté, soit j'en ai calé de nouveau, soit j'ai repriorisé mon agenda en me disant non mais là, l'actualité chaude du moment, c'est qu'il faut que je passe 80% de mon temps sur tel sujet chez Gemio parce qu'on a un problème. Ben, en fait, ça me permet d'avoir une vision un peu plus long terme et de ne pas uniquement être dans la réactivité de oh là là, je ne peux pas le gérer aujourd'hui parce que j'ai déjà 15 rendez-vous. Donc c'est un truc très bête, mais déjà se fixer toutes les semaines, de regarder la semaine d'après, c'est assez important. Une fois par trimestre, je fais, et là je ne réponds pas totalement à ta question une fois de plus, mais une fois par trimestre, en fait, je fais un point justement sur mes grandes priorités du moment. Donc typiquement, est-ce que c'est encore ces priorités-là? Est-ce que je dois les changer? Est-ce que je dois en rajouter? Ça paraît assez conceptuel, mais typiquement, moi, une de mes priorités, c'est de courir un semi-marathon en moins de 2 heures. Donc c'est pas hyper intéressant, mais c'est un truc qui compte pour moi. Et donc, en fait, ça n'arrive pas tout seul. Il faut se donner les moyens de le faire. Et donc, le fait que je me dise ça, le fait que je le planifie, ça me permet en fait de me donner les moyens de le faire. Et donc, typiquement, de me dire, si je veux y arriver, concrètement, il faut que je cours 3 fois par semaine, il faut que j'y passe du temps, etc. Et donc, c'est bête à dire, mais plutôt que d'être complètement down top, vraiment se dire quelle est la vision, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux, va te permettre ensuite, pareil, de tirer un fil conducteur et de t'organiser en fait en fonction. Après, il y a plein de petits hacks, il y a plein de petits trucs évidemment que j'utilise. Typiquement, dans la gestion des mails, j'ai un certain nombre d'outils que j'utilise pour essayer de couper, parce que j'en reçois énormément. Donc, un outil par exemple comme Boomerang qui me permet de mettre en pause ma boîte mail pour ne pas être spammé en permanence et de pouvoir vraiment affecter des moments qui sont dédiés à la réponse de messages plutôt que d'être en permanence, on va dire, dans un flux et dans la réaction. Si je dois juste donner un conseil, le fin mot de l'histoire, c'est pour les personnes qui ont un peu l'impression d'être submergées, d'avoir trop de choses à gérer. En fait, souvent, il vaut mieux reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre un peu de recul, se dire, OK, une fois de plus, quelles sont mes priorités? Comment je dois m'organiser? Est-ce qu'il y a des choses que je dois couper? Quelles sont les choses qui sont moins importantes, plus importantes? On ne peut pas tout faire, c'est ça la réalité. Donc, qu'est-ce que je dois faire comme compromis? Et une fois que vous avez décidé ça, là seulement vous organisez. Le problème, c'est que la plupart des personnes qui essayent de gérer plein d'activités différentes essayent de tout faire et du coup font un peu tout mal. Et on ne peut pas. Donc il faut juste se dire qu'est-ce que je veux, une fois de plus, et tailler dans le gras et faire ce qu'on peut. Ça. On a parlé des activités, de comment tu t'organisais. Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que tu te ressources, justement. En écoutant des podcasts, notamment. J'en écoute plein. J'en écoute plein. Alors, il y a un podcast pour les personnes, si vous êtes intéressés par tout ce qui est réseaux sociaux, qui est hyper bien, que je vous conseille. Alors, c'est pas vraiment ressourcé, c'est plus de la veille, mais il est sympa. J'aime bien leur faire de la pub en plus. Ça s'appelle le Super Daily. Franchement, il vaut le coup parce qu'il est court, ça prend 20 minutes à écouter. Vous pouvez même le mettre en mode accéléré. C'est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'il y a comme podcast que j'écoute? Il y a un podcast américain que j'aime beaucoup, qui m'a un peu inspirée, je dois dire, qui s'appelle How I Built This. Comment j'ai construit ça, qui est un journaliste américain qui s'appelle Guy Raz, qui parle en fait de parcours et qui interviewe aussi des entrepreneurs pour parler de leur parcours de manière un peu moins longue que moi avec le gratin, mais je trouve qu'il a vraiment un très bon ton, des très bonnes questions et c'est assez inspirant et ça permet de connaître l'envers du décor de plein de success stories américaines. Il y a aussi un autre podcast que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Tim Ferriss Show. Donc Tim Ferriss qui est un auteur américain qui a aussi un podcast où il interviewe des personnalités pour parler de leur parcours. Ça, c'est des podcasts que j'écoute souvent. Shalalov, évidemment. Après, pour me ressourcer, on en a parlé un peu. Moi, il y a le sport. En fait, paradoxalement, comme je rencontre beaucoup de gens, que j'ai mes équipes à gérer, que je suis souvent assez entourée, pour moi, un bon moyen de me ressourcer, c'est de trouver des moments un peu plus de calme et de recul et de solitude, quoi. J'ai l'air assez chiante en disant ça, mais en fait, c'est pas que j'aime être seule, c'est juste que de temps en temps, quand on a trop d'activités, qu'on a trop de choses à faire, juste un moment, de course à pied, seule avec son podcast ou avec sa musique, de sport, juste, ça peut être discussion avec une personne, mais on va dire des choses en plus petit comité, de lecture. Moi, ces moments de recul-là, ces moments un peu plus de solitude, sont des moments où je me ressource énormément. Et donc, j'essaye de faire en sorte d'en faire assez régulièrement. Et très souvent, je dirais une fois par mois, j'essaye d'avoir quasiment un jour où je ne dirais pas que je suis seule, je ne suis pas une ermite, mais je vois un peu moins de monde, quoi. Et j'essaye de faire en sorte de me recentrer sur moi, mes objectifs, ce que je veux.
Parce que je pense qu'assez facilement, sinon, on se fait… en fait, on veut tout faire. On veut voir ses potes, on veut voir ses parents, enfin peut-être pas, mais on veut voir ses potes en tout cas. On veut rencontrer plein de monde. Et donc, on oublie aussi qu'il y a une réalité, c'est qu'il faut se recentrer sur soi pour savoir ce qu'on veut et dans quelle direction on veut aller. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai un peu plus systématisé maintenant en le faisant assez régulièrement. Et je dois dire que ça m'aide beaucoup dans les moments où je me sens que j'ai trop d'activités, trop de choses à faire, avoir ces petites voilà, chapes comme ça où je vais pouvoir m'évader, c'est quelque chose qui m'aide énormément à me ressourcer. Et du coup, pour rebondir sur les podcasts, tu parlais des podcasts français, ça a l'air d'être un domaine maintenant qui est de plus en plus investi par les femmes. Oui, c'est vrai. Le podcast La Poudre de Laurent Bastide, par exemple, ou celui de Charlotte Pudlowski. Comment on fait justement pour s'y retrouver comme toi dans un environnement comme ça? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est une saine concurrence inspirante? Comment on joue l'écoute? Oui, complètement. Non, alors on ne joue pas tellement d'écoute. Enfin, en tout cas, moi j'ai une politique là-dessus, c'est que je pense qu'il y a un mal du siècle, mais il y a une réalité, c'est que beaucoup de gens se comparent énormément. Et que souvent, c'est assez difficile la comparaison parce que vous êtes toujours un peu moins bien que quelqu'un d'à côté de vous. Donc c'est pas facile d'éviter de se comparer. Et moi, c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est que ça fait un moment maintenant, notamment dans le milieu des podcasts, que je fais les choses pour moi et pour mon audience et parce que ça me plaît, plus que parce que j'ai envie de me comparer à telle ou telle personne ou d'être la première. Et donc, en l'occurrence, je pense que ça crée on va dire une empathie, ça crée une camaraderie entre les podcasts qui fait qu'on s'entend plutôt bien et qu'en tout cas, on est sur les mêmes secteurs d'activité. Donc, effectivement, il y a beaucoup de femmes dans le monde des podcasts. Pourquoi? Je ne saurais pas tellement dire, franchement, parce qu'en plus, aux États-Unis, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt très masculin. Donc, pourquoi est-ce qu'en France, c'est plutôt des femmes? Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, il n'y a pas que ça. Moi, l'audience du gratin, d'après ce que je comprends, elle est plutôt 50-50 hommes-femmes, donc je suis justement plutôt un peu entre les deux. Mais je reviens sur ce point de la comparaison. Je pense que c'est important de se dire que, et c'est un équilibre qui n'est pas facile, il faut à la fois regarder la concurrence, il faut faire de la veille en permanence, et ça j'y crois beaucoup, parce que c'est ça qui va faire que vous allez réussir en permanence, innover, puiser l'inspiration des autres. Mais en même temps, il faut savoir aussi mettre une barrière et dire, ok, c'est pas parce que cette personne-là fait mieux que moi, c'est pas parce qu'elle a plus de followers, c'est pas parce qu'elle a plus d'audience, c'est pas parce qu'elle fait plus de chiffre d'affaires que je suis une bouse totale et qu'il faut que j'arrête et que ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc il faut réussir à faire la part des choses. Si jamais vous sentez que vous avez une tendance à trop vous comparer et que ça vous rend malheureux, j'ai envie de dire, ne vous comparez pas avec ces personnes-là, arrêtez de les regarder et comparez-vous, ou en tout cas regardez de la veille où vous ne vous sentez pas mise en danger. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je fais majoritairement de la veille parce que je peux avoir cette tendance à trop me comparer, à me sentir mal. Je fais de la veille uniquement sur des choses où je sais que je ne me sens pas en concurrence et que je ne me sens pas atteinte dans mon intégrité et dans ce que je fais. Et donc typiquement, dès que je sens que potentiellement ça me rend un peu malheureuse de me comparer, hop, juste je le regarde pas et puis et voilà. Je crois que c'est un conseil que tu donnais lors du dernier épisode du podcast, justement, peut-être se comparer, mais finalement au bout d'un moment arrêter. C'est un conseil que tu donnerais aussi à nos étudiants qui voudraient se lancer, peut-être? Je pense que c'est hyper important de faire de la veille une fois de plus pour, juste pour s'inspirer des meilleurs. Et moi, c'est ce que j'ai fait en créant le gratin. Hein. Tout simplement, je leur pose même la question comment vous avez fait. Donc ça, je pense que c'est très vertueux. Si jamais vous sentez que vous avez, entre guillemets, de l'ego mal placé et que c'est pas facile et que cette comparaison vous fait souffrir, plutôt que, parce que souvent elle paralyse en fait cette comparaison et on passe plus de temps finalement à se dire ah pourquoi je suis nulle, etc. plutôt que d'avancer et de faire. Essayez de rester concentré sur ce que vous faites, arrêtez de vous comparer et quand vous vous sentirez mieux, quand vous vous sentirez plus légitime, là vous pourrez y retourner. Mais la réalité c'est qu'il y a énormément de marques ou de boîtes que vous allez pouvoir décrypter pour essayer de vous inspirer. Vous n'êtes pas obligé systématiquement de trouver celle où vous allez vous comparer. Donc il faut juste essayer de trouver des inspirations qui ne vous rendent pas malheureux, quoi, tout simplement. Et ça existe, ça existe. Je trouve que souvent, en fait, quand on se compare et justement ça rend malheureux, on a un peu un malin plaisir à le faire, à les regarder en permanence, dire ah est-ce qu'ils font plus de chiffre d'affaires, est-ce qu'ils ont plus de followers, est-ce que je sais pas quoi. Non, si vous savez que ça vous fait du mal, ne le faites pas. Allez voir ceux qui vous inspirent sans vous faire de mal. Et si un jour vous passez un cap, et là vous serez sorti d'affaires, vous pourrez retourner voir les premiers et vous en inspirer. Alors le slogan de l'école c'est Need for Change, puis on est censé former des game changers. Bravo. Est-ce que tu te considères aussi comme une game changer? Alors, je ne sais pas si je suis une game changer. Dans le secteur de la joaillerie, on a quand même pas mal dépoussiéré les choses.
Ce qui me fait assez plaisir, c'est que quand je parle, justement, tu me posais la question sur des personnes qui travaillent dans d'autres maisons de joaillerie et qui nous disent qu'est-ce que vous avez changé. Je pense qu'il y a quand même eu une certaine prise de conscience sur le rôle du digital dans le secteur du luxe qui n'existait pas. Alors, ce n'est pas uniquement de notre fait, bien évidemment, mais je pense qu'en tout cas, maintenant, ils se disent que c'est possible, qu'il y a un moyen de le faire. Peut-être qu'ils le feraient différemment, mais je pense que ça leur a beaucoup ouvert les chakras. Donc là-dessus, je dois dire que tu as une certaine fierté quand tu as quelqu'un comme Alain-Dominique Perrin qui te dit « Moi, quand je vous ai vu, j'y croyais pas une seconde et je trouve que vous n'êtes pas mauvais, les gars. Et même, j'ai botté les fesses des gens chez Richemont, chez Cartier et compagnie en leur disant que vous devriez faire mieux et vous inspirer de ces petits-là. » Ça fait plaisir. Donc ça, c'est quelque chose certainement qui m'a inspirée. Et une fois de plus, en toute humilité, je ne dirais pas que je suis game changer. Sur le gratin et sur le monde du podcast, là aussi, je pense que moi, mon rôle, c'est surtout en fait d'aider les personnes à se poser des questions. C'est moi-même de me faire plaisir aussi en rencontrant des personnes inspirantes. Mais avant toute chose, en fait, de laisser la porte ouverte en fait, à la réflexion pour tous les auditeurs. Et ce que je trouve assez formidable, c'est qu'avec ce podcast, je suis vraiment en contact en permanence avec énormément de personnes qui me disent à quel point leur vie a changé depuis qu'ils écoutent. Et que ce soit le mien ou d'autres podcasts d'ailleurs, mais qui se posent réellement des questions et qui parfois changent de métier, qui parfois changent de profession complètement. Et ça, ouais, je dirais que c'est assez game changer, c'est que quand tu sais que tu peux avoir un impact réel dans la vie des gens, qui vont prendre une décision, pas que à cause de toi, mais en grande partie à cause de toi, et parce que juste pile au bon moment, tu as dit quelque chose, et voilà, émotionnellement, ça a créé quelque chose, ça a créé une connexion. Ça fait assez plaisir, et même si c'est un niveau très individuel, ça me fait assez plaisir. Alors, par rapport à ton expérience et celle de toutes les personnes que tu as interviewées dans tes podcasts, quel conseil tu auras à nous donner pour être des bons game changers? Il y a beaucoup de conseils que je peux vous donner. Le premier, pour être un game changer, c'est que je pense qu'il faut être extrêmement humble, parce qu'en fait, souvent, les personnes qui veulent faire de grandes choses, on se dit, ils sont très ambitieux, donc c'est des personnes qui sont très sûres d'elles, c'est des personnes qui veulent absolument tout révolutionner et qui ont une vision. Certes, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas écouter les autres et qu'on ne va pas revenir une fois de plus à ce pain dont je parlais. Et je pense que la grande caractéristique que moi j'ai le plus retrouvée en fait chez tous les grands invités du gratin que j'ai pu avoir, c'est vraiment des personnes qui en réalité sont extrêmement humbles. Ça ne veut pas du tout dire que c'est des personnes qui n'ont pas énormément d'énergie, qui sont pas, mais honnêtement, qui n'ont pas énormément d'ambition, mais c'est des personnes qui savent écouter, qui savent avoir de l'empathie, qui savent comprendre, qui savent se mettre à la place des autres pour leur apporter justement un meilleur service. Et donc cette humilité, cette empathie, ça c'est, je pense, quelque chose de très fondamental pour être game changer. Le deuxième point, c'est qu'il faut être curieux, parce que très souvent, quand on veut changer les choses, et c'est ça être game changer, en fait, il faut se dire qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc il faut être curieux, et donc il faut farfouiller. Et je pense que le rôle d'un entrepreneur, c'est de faire, mais c'est aussi en permanence de remettre en question les choses existantes, de se poser ces questions justement. Et donc c'est pour ça que cette veille elle est si importante. Comment tu peux savoir ce qu'il faut changer si jamais tu ne sais pas ce qui existe? Donc il faut en permanence se tenir informé et en permanence se questionner, se dire est-ce que ça c'est là pour les bonnes raisons? Est-ce que je veux que ça reste comme ça? Est-ce que je pense que je peux apporter ma pierre à l'édifice? Et donc ces personnes qui sont des game changers, je pense, sont des personnes qui réellement se posent systématiquement ces questions. Et c'est ça, trouver une opportunité en réalité. Je disais précédemment, quand on a fait une petite interview juste avant, il y a une phrase assez connue d'un VC américain qui s'appelle Peter Thiel qui dit un vrai game changer, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un en fait qui va regarder une vérité ou en fait une croyance universellement partagée et qui va se dire « je pense que cette croyance est fausse, je vais le prouver et je vais prouver que c'est moi qui ai raison ». Et c'est par exemple le cas d'Elon Musk qui en fait a complètement battu en brèche une croyance qui était que seule la NASA ou seule Ariane pouvait construire des fusées et aller sur la Lune, Mars, etc. Non, en fait, même une entreprise privée peut le faire. Pareil en fait avec Tesla, pareil avec Steve Jobs. En fait, c'est des personnalités qui vont réussir à prendre comme ça un concept, une croyance très partagée par le monde entier et se dire en réalité, non, je peux le faire à ma manière et différemment. Et à ma petite échelle, le secteur de la joaillerie, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire. Tout le secteur de la joaillerie disait on ne peut vendre des bijoux que si on a énormément de stock, en l'occurrence quasiment 2 ans de valeur de stock. On a dit non, on pense qu'on peut vendre des bijoux sur mesure, des bijoux qui n'existent pas encore et faire payer des clients avant même que le bijou ait été créé. Premier point. Et deuxième point, on peut vendre des bijoux 100% online. Et ça, c'est aussi à notre échelle game changer. Et je pense que aller contre ces croyances partagées, si jamais vous arrivez à prouver que vous avez raison, c'est comme ça en fait qu'on devient un game changer.
Tim Ferriss tout à l'heure, tu mets le développement personnel au cœur de ta vie, est-ce que j'ai pu constater. Est-ce que tu as des lectures inspirantes Ouais, alors effectivement, premier petit caveat quand même, je trouve que le mot développement personnel est atroce et s'il y a des personnes qui ont des suggestions de meilleurs mots que développement personnel, je suis preneuse parce que je trouve que c'est vraiment terrible comme mot. Mais bon, les podcasts, donc j'en ai parlé un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme podcast à part donc le Super Daily, Tim Ferriss, How I Built This. En français, un de mes concurrents mais que j'aime beaucoup, Mathieu Stéphanie qui fait Génération Do It Yourself. La Poudre, on en a parlé. Génération XX, qui est un podcast féminin. Alors, je vous avoue que en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, et c'est pas que j'aime pas leurs podcasts, ils sont très bien. C'est comme c'est assez proche des miens, j'aime pas me comparer, donc je les écoute pas. Mais c'est très bien quand même. Je sais que pour en avoir écouté de temps en temps, ils sont très bien. Franchement, après, j'ai des podcasts parce que j'ai des centres d'intérêt qui sont les miens. Mais par exemple, il se trouve que moi, j'étais littéraire, donc j'ai fait de la philo. Et donc, il y a un podcast sur l'histoire de la philosophie que j'écoute, qui est un podcast anglais, qui s'appelle History of Philosophy. Bon, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ensuite, dans les lectures inspirantes, j'en ai plein, évidemment. Ça dépend un petit peu évidemment des sujets. Je pense qu'il y a un livre que je peux recommander à toutes les personnes qui se sentent un peu submergées, qui ne savent pas forcément comment prioriser, qui est un livre que je recommande assez souvent, qui s'appelle Essentialism, essentialisme en français, d'un auteur américain qui s'appelle, je crois d'ailleurs qu'il est irlandais, qui s'appelle Greg McKeown, et qui est un livre assez admirable, parce que très court, mais pourtant extrêmement profond, sur justement comment en fait décider et arrêter de se faire malmener par la vie et commencer à décider un peu de son destin. Et ça, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, que j'ai d'ailleurs écouté en audiobook, pour tout vous dire, en faisant une course à pied, que j'ai trouvé très bien et que j'ai tellement aimé que j'ai ensuite acheté en livre écrit et que je l'ai relu une deuxième fois et que je le recommande et que je l'offre même avec régularité. Un autre livre que j'aime bien, qui n'a rien à voir, comme quoi mes centres d'intérêt sont assez variés, c'est un livre qui s'appelle Why We Sleep, Pourquoi nous dormons, du professeur Matthew Walker, et qui nous explique que, en fait, pour être la meilleure version de soi-même, il faut en fait dormir 7 à 8 heures par nuit, et plutôt 8 même que 7. Et en fait, surtout, je trouvais que c'était très intéressant de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on dort. Moi, je suis quelqu'un qui est assez insomniaque, et donc ça me fascinait de comprendre pourquoi, de savoir comment mieux dormir, et de savoir qu'est-ce qui se passe quand on rêve, à quoi ça sert le sommeil. Je trouve que c'est un bouquin qui est hyper intéressant. Il y a un autre livre que je peux vous conseiller qui est un petit peu plus compliqué, mais franchement qui est brillantissime. En même temps, il a été écrit par un prix Nobel d'économie. Ça s'appelle Système 1, Système 2 en français. En anglais, ça s'appelle Thinking Fast and Slow et l'auteur s'appelle Daniel Kahneman. Et en gros, c'est un auteur américain, il est américain, qui explique quels sont nos biais cognitifs. Qu'est-ce que c'est un biais cognitif? C'est quand vous pensez que vous savez quelque chose et qu'en fait, vous avez tout un certain nombre de biais parce qu'il y a un contexte, parce que pour plein de raisons, et il en a listé, je crois, quasiment 150, qui vont faire qu'en fait, vous n'allez pas savoir, vous n'avez pas la vérité. Et ça vous apprend quelque chose de très intéressant, c'est que notre cerveau et notre système de pensée fait qu'on a beaucoup moins de libre arbitre qu'on ne pense, en réalité. Parce que très souvent, quand on prend des décisions, on pense qu'en fait, c'est juste A ou B, mais la réalité, c'est qu'il y a énormément d'autres choses qui rentrent en compte. Je vais mal vous l'exprimer, donc je vous conseille de le lire, mais sincèrement, c'est un livre que je trouve extrêmement intéressant. Je vous donne un biais, par exemple, il y a un biais qui est très connu qui s'appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est que globalement, quand on croit quelque chose, on a en permanence tout un faisceau d'indices qui nous font penser qu'on a raison. Et donc concrètement, c'est ça le biais de confirmation, c'est que si je pense que, je ne sais pas, la Terre est ronde, eh bien, dès que quelqu'un va me parler, dès que je vais voir quelque chose dans le ciel, dès que je vais voir le soleil briller, tout ça va me faire penser que j'avais raison et que effectivement la Terre est ronde. Alors qu'en fait, ça peut être totalement faux. Juste parce qu'en fait, mon cerveau me fait voir uniquement ce que je pense être vrai. Et donc c'est ça un biais cognitif et c'est assez intéressant de réaliser qu'on peut en avoir beaucoup. C'est pas pour autant qu'on arrive à passer à côté, mais en tout cas, c'est intéressant et ça aide à prendre de meilleures décisions. Je crois que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Pauline. Merci à vous. Questions,